Mon sire veut vendre le Blue Moon. Et quelqu'un menace Orfeo. Quoi? Il y a 2 menaces? 3 si on compte la 2e chaussette. Que je peux juste demander comment s'appelle le chat derrière le fric? Il s'appelle Kaiju. Oh putain, c'est un excellent nom. Revenons. Et Banapé, bien sûr. Je me serais attendu à ce que, comme tous ces littéraires, tu l'appelais Baudelaire ou Kafka. Et salut, bonjour et bienvenue dans Bon Appé avec ce soir, comme à l'accoutumée, l'inénarrable, le fructueux Jean Dindon. Bonsoir Jean Dindon. Inalérable, à chaque fois tu dis cet adjectif et je ne sais pas exactement à quoi tu fais référence, ça se trouve c'est vraiment pas du tout amélioratif. Eh ben tu te cultiveras, par contre c'est pas ce que j'ai dit, c'est inénarrable que j'ai dit. D'accord, tu peux l'épeler? Non, parce que j'ai peur de me gourer. Et nous avons également ce soir un invité, et cet invité de ce soir c'est Coco. Comment vas-tu Coco? Bonsoir. Eh bien oui, ça va très bien, merci de m'avoir invité au restaurant. Alors c'est pas moi, ce soir c'est Jean Dindon qui invite, je ne connais pas l'adresse, ça veut dire que je ne connais pas. Je sais ce qu'il mange, cuisine et ce qui va en sortir. J'ai faim. Bon, merci Jean Dindon de m'avoir invité au restaurant. Coco, est-ce que tu connais le principe de l'émission et est-ce que tu es fan? Alors, j'ai pas eu l'occasion de regarder l'émission, enfin si, j'ai peut-être regardé un petit bout de la dernière que vous avez enregistrée, mais disons que j'ai eu un gros passage où j'ai regardé beaucoup d'AP pendant un moment, qui m'ont beaucoup aidé dans ma pratique de jeu de rôle, mais j'avoue que j'ai un peu arrêté. T'es critique gastro un peu quand même. Alors surtout gastro, souvent. Mais du coup, non, j'ai un peu arrêté de regarder des AP. Alors, j'ai regardé beaucoup d'AP en anglais à l'époque, quand Dungeon World est sorti, etc. Et puis après, alors je me suis pas du tout intéressé aux AP francophones, parce qu'en fait, à chaque fois que j'en écoute, je m'endors un petit peu. Oui. Un peu le problème. Mais du coup, j'aimais beaucoup les AP quand j'en écoutais pour apprendre les jeux qui m'intéressaient, pour découvrir un peu de nouveaux trucs. Quand tu dis ça t'a beaucoup aidé dans ta pratique, tu veux dire un truc spécifique, genre Dungeon World pour maîtriser Dungeon World, ou d'une manière générale? Ouais, genre regarder les auteurs jouer à leur jeu en AP anglophone, etc., avec des gens de la Twitch sphère anglophone qui étaient à peu près connus à la base, qui étaient des casteurs de StarCraft à l'époque, etc. Bon, en fait, vraiment, c'est ce délire un peu, voilà, on a ce designer qui nous invite, et du coup, on joue à son jeu stylé, et on apprend à le jouer, et c'était des jeux qui m'intéressaient à l'époque, Apocalypse World, Dungeon World, après il y a eu Stars Without Number, toute la phase Adam Cobell, quoi, ce genre de choses, paix à son âme, Blade in the Dark. Ok. Parce que pour toi, c'est des jeux dont tu apprends bien à jouer si tu vois les auteurs ou les designers y jouer eux-mêmes, c'est ça? Je sais pas, mais en tout cas, à l'époque, c'était beaucoup plus direct pour moi de voir l'exemple, de l'écouter, et puis c'était des gens que j'appréciais aussi, pour regarder à l'écran, donc il y avait un petit côté un peu star, j'ai un peu découvert sur ça, et puis il s'avère que les jeux étaient intéressants, ça faisait un peu utile et agréable, mais je pense que oui, aujourd'hui, on peut juste lire le jeu et comprendre de quoi il parle, quoi. On va voir ce qui vient de la cuisine après, on va partager les tapas, mais j'ai une question quand même. Tu dis notamment à l'époque Dungeon World, tout ça, ça date de quand Dungeon World? C'est pas tout jeune Dungeon World? 2012. 2012? Donc c'est sorti quoi, un an après Apocalypse World? Ouais, à peu près, oui, 2012-2014, je sais plus, ouais. Et le terme actual play, vous savez de quand il date? Aucune idée. Et moi j'ai l'impression que j'ai entendu parler de ce terme-là, pas les actual play, enfin le fait d'enregistrer des parties de jeux de rôle, il y en avait déjà quand j'étais gamin. Ouais. Le terme actual play, j'ai l'impression qu'il est antérieur. Ce que je sais, c'est qu'à l'époque où je regardais du coup une chaîne qui s'appelait Roleplay avec 2 L, où il y avait du coup ces fameux designers, etc., c'était 2013-2014, je sais pas si j'utilisais le terme actual play, mais de ce que je savais, c'était vraiment la grosse chaîne AP anglophone avant Critical Role, avant un truc comme ça, où du coup ils jouaient sur Twitch. Ouais. En tout cas, on est vachement bien renseigné dans ce podcast qui s'appelle Bon AP. Voilà. C'est le podcast du renseignement, hein, c'est la source sûre. Ouais, source fiable. Puis il faut un peu se faire mousser, voilà, avant l'apéritif, on papote déjà. On papote de trucs, on connaît pas les dates. Exactement, comme dans un vrai resto. Non, c'est fini ça, parce que maintenant t'as un téléphone, tu peux tout vérifier. Avant, au resto, tu savais pas quand était mort Jacques Villeray. T'en avais pour le repas. Le repas entier à t'engueuler. Maintenant, c'est terminé. On est sûr qu'il est mort? Jacques Villeray? Ouais, je connais la théorie. Est-ce qu'on se partage des petits tapas? On se partage complètement des petits tapas. Go. Je vais présenter l'actual play en 2 minutes. Vous savez que j'ai un jeu préféré, un jeu de rôle préféré. Vampire. Ouais, tout à fait. Oh non. Je vous ai choisi un actual play de Vampire. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il est sur la chaîne 2D6 Cool. Bah oui. Et j'en dis pas plus, mais c'est très intéressant à regarder, selon moi. Et je suis très content d'avoir Coco qui connaît différents playstyles, différentes manières de jouer. On parlait d'Apocalypse World et Dungeon World juste avant. Je suis très content qu'il soit là pour qu'on puisse parler de cette AP avec lui. Let's go. Quelque chose à dire? J'espère être mordu de cette AP. Allez. Car je sais que Vampire, il a fallu un Jean Dindon pour m'y intéresser. Voilà, c'est quelque chose que j'ai préféré éviter pendant des années. Bon. Vas-y, je teste, je vais goûter. On va croquer ça ensemble. Exactement. Maintenant, à vous de jouer. Cuisiner. Quoi? Cuisiner. Vous êtes cuisinier? Je crois pas que j'y arriverai. Ici, cuisiner. Cuisiner. Mais non. Cuisiner. Il y a un sourire. Cette sombre affaire du disque. Cette petite machination
psychologique n'est qu'une dernière salve, une dernière tentative de manipulateur pour ramener son jouet à lui. C'est pour ça que je te demande de ne pas craquer, de ne pas lui donner ce qu'il veut et de ne pas réagir. Je croyais que tu l'avais compris depuis le temps. Tu m'as dit de n'y rien changer à mes habitudes. Or, je ne suis pas le plus discret des damnés. Et c'est impensable, il ne partira jamais sans une apothéose finale. Sans quoi il en mourrait. Si ce que tu dis est vrai, si l'appel est bien plus fort pour lui, alors il est aux abois. Il doit achever sa pièce. Il a un long moment de silence. Il me semble perdu dans un passé très ancien. Est-ce que je t'ai parlé de mon sire un jour? Viens-en au fait. Je ne me suis pas nourri. Mon sire m'a emporté dans la nuit contre ma volonté. Moi, j'ai des trucs à dire sur ce qu'on a entendu, vu. Alors, je sais pas, du coup, les gens peut-être ne pourront pas le voir, les gens dans le podcast, mais du coup, on a un exemple avec un AP avec des gens qui sont en caméra, et du coup, il y a ce côté, voilà, il y a ce côté, cette ambiance, cet acting de la part des acteurs, enfin, des joueurs, pardon. Mais en fait, on regarde ces gens-là jouer, je ne sens pas d'émotion spécialement dans leur visage. Il y a quelque chose de très fermé, finalement, sur leur face. Autant de la personne qui parle que des joueurs spectateurs à côté, quoi. J'ai l'impression qu'on récite le texte, mais que tout le monde s'en fout, je sais pas. C'est très bizarre. Alors pour préciser, parce que vous n'avez pas l'image, en gros, il y a effectivement 4 webcams, il y a un PJ qui joue avec un PNJ, et le PNJ est incarné par le maître du jeu, le maître du jeu n'a pas de webcam. Oui. En l'occurrence, on n'en voit qu'un jouer là. Il y avait juste avant un autre joueur en haut à gauche là qui déclamait un petit truc. Il y a ce côté, voilà, tout de suite on ressent la petite pointe de gêne qui est il faut faire le dialogue ciné, et en même temps on le fait un peu à l'improviste, rien n'est écrit, qui est, je trouve, assez symptomatique de certaines façons de jouer en JDR, quoi. Ok. Certaines façons de jouer, c'est-à-dire typiquement type de jeu là particulier, ou alors d'une manière plus générale? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire la voix de l'acteur et avoir la tirade un peu stylée, tu vois. Et il en résulte un truc un peu haché avec une voix posée à une octave plus grave que ma voix usuelle, dans le but de, tu sais, créer un effet... De mettre du poids. Voilà. Un gravitas qui du coup se répercute au niveau des cordes vocales et dans des scansions un peu saccadées, quoi. Et là, tu vois, je te tends mon poignet pour que tu me croques. Faites pas ça. Ah, je vois ce que tu veux décrire. Faites pas ça. Ramenez-moi ça, il est froid ce tapas. Non. Soit il faut le jouer à fond, et à ce moment-là, tout le monde rigole autour, soit on est ultra carré, à ce moment-là, et genre c'est le silence clérical qu'on a là, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, quand vous entendez ça? Moi, je trouve qu'ils s'en sortent pas trop mal sur cet exercice, justement. C'est-à-dire, je suis d'accord, je vois l'exercice, tout pareil, je trouve ça délicat. En plus, on est en actual play. Alors, le fait qu'on soit en actual play dans Bon AP, nous, on s'en fout un peu en général. Je parle de la partie de jeu de rôle qu'on observe, quoi. Mais le fait est qu'ils sont en actual play. Donc, t'as double pression à essayer de pas faire de vide, d'enchaîner le plus rapidement possible. Et je trouve que c'est délicat, mais je trouve qu'ils s'en sortent pas mal, sur la minute qu'on a vue, en tout cas. Et ils ont plutôt intérêt parce qu'il faut pas que ça traîne. Parce qu'effectivement, t'as 3 joueurs là qui attendent. J'allais prendre le contre-pied de Coco, moi j'aime beaucoup Vampire la Mascarade, et c'est un des trucs du jeu que moi j'aime bien, c'est que tu parles un peu lentement, c'est que tu choisis les mots, il y a un certain flow, tu vois, qui est pas celui de n'importe quelle partie de jeu de rôle, et c'est un peu le côté, moi j'aime bien cette ambiance, j'aime bien ce type de discussion, y compris le fait, comme tu disais, un peu caractéristique d'appuyer les mots, de prendre les voix graves et tout. Ben moi ça fait partie du feeling que j'aime bien autour de ce jeu. Alors, je pense que oui, il y a une manière de bien le faire, c'est vrai que, je back up un petit peu, c'est vrai que c'est plutôt bien fait là, notamment pour le deuxième intervenant là. C'est juste qu'en fait, pour moi, je le vois pas spécialement dans Vampire. Je le vois partout. C'est que dès que quelqu'un veut interpréter un personnage, j'ai l'impression que c'est une posture par défaut qui est de ralentir son débit de parole usuel et jouer, parler une octave en dessous, quoi. Ça fait un peu cheapos une fois que tout le monde le fait, quoi. Et je pense que t'auras la même chose du moment que tu demandes à des gens d'improviser un dialogue un peu crédible où les gens sont pas bien sur leurs appuis, bah ils titubent, quoi. L'exercice est immédiatement potentiellement en casse-gueule. Quand tu fais une partie de jeu de rôle avec des gens qui s'assoient pour la première fois à une table, ils peuvent faire ça, hein, mais tu leur mets pas la pression en leur disant alors la première scène c'est toi devant tout le conservatoire qui va nous déclamer un poème, quoi. Oui. Et vas-y maintenant roule en impro, quoi, évidemment. Moi je trouve ça toujours assez casse-gueule. Je pense que j'ai un seuil à partir duquel je cringe, tu vois. Et là on n'y est pas du tout. Seuil à partir duquel quelqu'un est vraiment trop mal à l'aise avec l'exercice et je me dis
ça me met pas à l'aise du coup. C'est presque une tolérance au doux amer, tu vois. C'est genre peut-être que dans ce tapas, il y a une saveur, et c'est en anglais on appelle ça de acquired taste. C'est un goût qu'on a acquis avec le temps, parce qu'on du coup on est un peu adulte, on est un peu mature. Et du coup je sais pas si je suis immature, mais clairement quand je vois ça, j'ai directement le poil qui se dresse, tu vois. Je me dis ok, là on est dans un AP où ils vont tenter de me prendre par les fils, ils vont tenter un peu de me faire chouinax, parce que voilà, c'est l'ambiance, c'est le gravitas. Je parierais pas forcément là-dessus, faudrait voir. Là on a pris une minute au hasard, hein, c'est le concept de l'émission, on vous rappelle. Hein. Juste sur la minute là, je suis pas sûr, parce qu'il peut y avoir un moment comme ça, et ensuite ça peut partir sur une toute autre proposition, quoi. Cela dit, un autre truc qu'on voit nous à l'écran, c'est qu'il y a beaucoup d'images de tas de personnages, quoi. C'est vampire, donc il y a plein de PNJ partout. Donc c'est probablement pas le dernier PNJ qui interprète le MJ. Et oui. Ouais, et je démystifie un tout petit peu le truc, c'est que sur le layout qu'on a ici, il y a tous les PNJ qui seront joués lors de la session, lors des 2 heures. En fait, l'image, le fond ne bouge pas. Donc c'est pas non plus un défilé de PNJ, il va en interpréter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur l'ensemble de la session. 7 en 2 heures, moi je trouve qu'il commence à y avoir pas mal de PNJ en cuisine, quoi. C'est beaucoup, non? Se bouscule en cuisine. Bah ouais, 7 en 2 heures. Oui, surtout dans un jeu comme ça qui peut-être tend à avoir beaucoup de background, beaucoup d'histoire pour chaque personnage. Ouais, ça fourmille un petit peu, quoi. Et du coup, c'est vrai que s'il est sur ce registre tout le temps, c'est chaud, quoi. Comme t'as dit, c'est des scènes individuelles aussi, donc ça permet d'éclater un petit peu. C'est souvent des petites discussions et pas le grand dialogue impliquant beaucoup de gens. Enfin, voilà, je précisais ça pour avoir un peu de contexte. Moi, si vous avez un autre truc à dire, dites-le. Mais sinon, j'ai envie de recroquer dans ces tapas ailleurs, du coup. Allez, Vas-y. Voir ce qu'on en repense. Tu vois, on est en train de te dire, attends, il avait quel goût ce tapas? On en discute, j'ai envie de le reprendre un peu. Allez. Où sont les poulards? J'ai faim. Où sont les fèves? Les pâtés de serre qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, quelques signes blancs bien poivrés. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Je suis sûr que c'est le gras de papier qui cherche des propos croustillants sur ton Toy Boy. Peut-être. Une réussite. Tu sens que c'est un humain. D'accord. Et il y a un intérêt dévorant qui n'est absolument pas agressif. Il semble pas mal intentionné, mais tu sens quelque chose qui brûle comme en lui, comme de l'espoir et de l'admiration. Oh, encore. Ok, oui, c'est ça. Encore un. Et tu vois Anita qui te dit ça sent mauvais, je pense qu'il va falloir... Mon instinct, c'est qu'il va falloir le tuer. Il faut qu'on s'en aille avec Tavish, ok? Je te laisse gérer ça, William. Ouais, je vais gérer ça. Je vais voir ce qu'il en est. Ok. Et il quitte le diner sans regarder l'homme en question. Et on peut couper là et reprendre plus tard de notre côté. Ça marche? Ouais, je pense. Ok. Donc j'avais envie de revenir vers Kenneth. Donc Kenneth... Cette deuxième bouchée de tapas, qu'est-ce qu'elle dit? Je pense qu'elle confirme le goût de la première. Il y a un peu plus de sourire quand même. On a vu un peu plus d'émotion là à la caméra des participants et des participantes. Ils s'encombrent pas non plus de pas mettre de méta du tout. Genre là, il dit voilà, ils acceptent de se dire voilà, là on finit cette scène, on passe à quelqu'un d'autre, etc. Donc ça, je trouve que c'est pas mal pour piloter, on va dire un peu le bousin. Qu'est-ce que t'as vu toi, quoi? Bah notamment ce changement de focus. Là, j'ai l'impression que on voit plus se dessiner un peu là. C'est plus structuré que l'extrait sur lequel on est tombé tout à l'heure. Là, même si on n'a pas grand-chose, on voit que il pose une situation visiblement un peu complexe, impliquant l'utilisation, je pense, d'un pouvoir, quoi. C'est-à-dire, il voit que c'est un humain, il voit le goût possible qu'il pourrait avoir, etc. Le PNJ derrière lui dit, je te laisse gérer ça. Donc maintenant, il y a une situation que le PJ se retrouve à gérer. Et le temps qu'il réfléchisse, il passe à quelqu'un d'autre, quoi. Donc j'ai l'impression qu'on pourrait supposer qu'il y a une structure un peu comme ça, où il fout les gens les PJ dans des situations un peu complexes, il leur laisse un peu de temps et il bascule de focus aussi souvent que possible. Yes, c'est exactement sur une grosse partie de cet épisode, c'est exactement cette histoire de montage parallèle. Tu sais, tu suis les différents personnages qui ont chacun leurs petites affaires les uns après les autres. Il faut choisir quand couper, il faut choisir quelle scène on va jouer parce que comme tout est pas intéressant, il faut sélectionner les bons moments, il faut faire les bonnes ellipses, etc. Et donc on est vraiment dans une séquence de transition où il dit on va couper, on va reprendre plus tard, on va revenir vers tel autre personnage, etc. Donc il le fait à but d'efficacité. La question que je vais me poser tout de suite avec ce genre de structure, peu importe la situation, quoi, quand je la rencontre, c'est qu'est-ce qu'elle va servir, tu vois. Est-ce que c'est une partie de jeu de rôle dans laquelle ce découpage est juste là pour soutenir le rythme d'un territoire un peu improvisé, ou est-ce que on est
dans un truc qui est très scripté, en branchement, avec des attentes. Comment dire, si je démarre une partie, je m'assois à une table de jeu de rôle et que ça commence comme ça, instinctivement, je vais me poser la question dans ma tête de combien de temps ça dure, ça. Est-ce que c'est momentané? Est-ce que c'est le jeu? Est-ce qu'il faut que je fasse des efforts de manœuvre, de steering pour amener la partie vers le moment où on va enfin se rencontrer? Si je ne sais pas où on va, ça peut créer un léger malaise chez moi. Je me dis aussi, si le but c'était de jouer des scénettes les unes à côté des autres avec à chaque fois des protagonistes, un ou deux protagonistes, pourquoi inviter 4 personnes? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un AP où on montait plusieurs fois en 1v1, remonter ça après pourquoi on fait subir ça finalement aux autres qui sont là pour jouer et qui jouent 30 minutes sur les 2 heures, quoi. Ça pose la question de la structure, justement. Est-ce que quel est le sens de la pratique, sachant qu'on est 4 autour de la table, quoi? Est-ce qu'à un moment, les destins vont se croiser, les personnages se rejoignent? Et est-ce que les joueurs doivent essayer de faire en sorte que ce soit le cas, en fate play? Ou est-ce qu'ils s'en foutent, tu vois? Ils vont, entre guillemets, rencontrer un certain nombre de scènes, peu importe que ce soit couloir ou pas, jusqu'à ce qu'ils finissent par se rencontrer, et c'est pas leur préoccupation, quoi. Ouais. Ça pose aussi la question, est-ce qu'on joue en secret ouvert, secret fermé? Du coup, t'es spectateur, mais est-ce que t'as le droit d'employer de manière un peu méta ce qui a été dit pour jouer ton personnage? Moi, c'est un travers que j'ai souvent. Je suis souvent spectateur des scènes des autres et je laisse parfois passer, parce que j'étais tellement dans la scène en tant que spectateur, je laisse passer parfois un élément qui ferait comprendre que mon personnage a compris quelque chose de la scène. Et je trouve que c'est super dur d'être un bon spectateur, entre guillemets, et de se dire ah ouais, ça je le savais pas, etc. etc. Pour moi, c'est surtout compliqué de savoir, si t'as pas une note d'intention avant, de savoir à quoi tu joues. Est-ce que c'est bienvenu de l'utiliser ou pas? Est-ce que c'est mal vu? Est-ce que c'est dans la culture de jeu de la table ou pas? En fait, je trouve pas qu'il y ait une façon d'être le bon spectateur. Il y a plusieurs manières de l'être, quoi. Là, je suppose que la transparence va servir le jeu, vu le dispositif, ils sont quand même 3 à écouter la scène du PJ en cours. Maintenant, je doute fortement que ce soit un truc full PVP hardcore, du coup. Très peu probable. Non, ça l'est pas. Ça paraît pas étonnant. On est en toute transparence, le tout construit une histoire qui va concerner nos 4 personnages petit à petit, quoi. Je soupçonne un truc comme ça, quoi. Jean-Dan, t'as peut-être des réponses, toi, à Moi, j'ai des réponses, mais je préfère vous laisser un peu dans le flou parce que j'ai sélectionné des extraits dans lesquels on va pouvoir parler de 2 trucs que vous avez soulevés. D'un côté, le fait de s'inviter dans les scènes du découpage de la structure, et de l'autre côté, cet aspect de PVP, etc., les secrets ouverts. Donc, s'il y a quelque chose que vous voulez manger, on ira sur le plat de résistance. Après, on peut continuer à parler de celui-là. Il est flou, ce tapas. Il est flou. C'est un tapas flou. Non, mais en fait, vous soulevez exactement les bonnes interrogations. Vous êtes totalement dans mon plan, c'est tout. Il y a un autre petit sujet là dans le morceau qu'on a écouté, mais je vais peut-être le réserver pour plus tard si ça se reproduit pas. Je l'aurai sous le coude. Moi, j'en ai un tranquillou qui prend pas trop longtemps. Quand ça commence, c'est une semi-discussion, et moi, je suis toujours un peu gêné dans les semi-discussions. C'est une discussion, mais t'as besoin de t'arrêter pour donner des petits détails. Et donc, tu parles, tu dis quelques mots, et puis après, tu dis, mais visiblement, tu te rends compte que ton interlocuteur, si ça, c'est un humain, c'est je sais pas quoi. Moi, je suis toujours un petit peu gêné de masteriser ces séquences-là. En fait, quand je le fais, je me dis, c'est bizarre parce que c'est pas totalement un dialogue, et c'est pas totalement un truc de description, c'est une espèce de dialogue entrecoupé de description, et je suis toujours un peu gêné pour le rythme de ces moments-là. Je sais pas si ça vous le fait. Moi, je ne suis pas spécialement gêné du fait, j'ai plus l'impression que ça sort comme ça doit sortir. Après, pour ma défense, je suis pas en AP. Donc quelque part, quand je le fais, je me représente pas sur internet dans le but d'être diffusé, dans le but d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent et sous les oreilles. Donc du coup, j'ai pas cette pression de me dire, faut que là, le dialogue, il soit correctement retranscrit ou ce genre de choses, quoi. Il y a un petit côté intuitif, naturel, quoi. Même sans parler d'AP, il y a un truc, tu vois, je me dis peut-être les joueurs et les joueuses ou les autres personnes autour de la table avec qui je suis en train d'interagir voudraient avoir une discussion beaucoup plus tendue avec seulement ce qu'on interprète. Peut-être que ça ferait monter l'intensité différemment, peut-être que voilà, et c'est un petit peu compliqué quand t'es au milieu de ce truc-là de t'envoyer les signaux, comme quoi il faut le faire ou pas le faire. Donc moi, j'ai toujours la petite voix à l'arrière de la tête de dire mais pourquoi tu décris? Il faudrait peut-être juste un dialogue. Il faudrait peut-être juste jouer en présentiel et ne pas avoir une petite boîte carrée pour seul interlocuteur, quoi. Ah, disons que ça aide, hein. Ouais, disons que là, même l'étendue de mes bras, tu vois, même si je fais une grande étendue comme ça, parce que là du coup il y a nos caméras pour ceux qui nous écoutent, tu me vois pas en entier, quoi. Quelque part, il y a tout un langage infraverbal qui disparaît, qui doit être ressorti finalement dans notre partie en virtuel, quoi. À l'usage, en vérité, moi, ça me gêne pas trop. J'avais l'impression, là, au début de l'extrait, qu'il faisait une description parce que le mec utilise un pouvoir, hein. Le PJ utilise
utilise un pouvoir, il lui révèle des trucs sur, je sais pas, l'aura de l'humain en face ou un truc comme ça. Ouais, il me semble que c'est ça. Donc toi, c'est le truc qui peut te gêner parce qu'au milieu du dialogue, tu te retrouves obligé de glisser quelques lignes de description, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, particulièrement quand je suis maître du jeu, j'aime bien commencer le dialogue le plus rapidement possible, histoire que de mettre un petit peu de rythme. Et puis ensuite glisser des petits indices sur l'interlocuteur au fur et à mesure que le dialogue se poursuit. Et en fait, en faisant ça, des fois, t'en viens à faire 1, 2, 3 phrases de petites descriptions qui ont du sens là où elles sont, mais qui le dialogue, quoi, qui le découpent et qui vont introduire 20, 10, 30 secondes, je sais pas, entre cette phrase et la suivante. J'avoue que je suis assez aficionados du moins de mots possible, en général. Je suis assez content de moi en tant que MJ si jamais j'ai trouvé un truc comme quoi ta prof de piano, pendant qu'elle te donne la leçon de piano, tu sais, sa main vient parcourir ton épaule et ta nuque et se serre sur ta nuque à un moment, tu vois. Et je me démerde avec ça, quoi. Une fois de temps en temps, je veux dire, la main se serre, la main se desserre, la main caresse, frappe, et c'est tout, tu vois. Probablement précisément parce que j'ai pas envie d'être trop long en tant que MJ sur ces phases-là quand je suis en train de décrire un truc un peu subtil, quoi. Voilà, le fait est qu'il y a un juste milieu à trouver et que moi je suis toujours un peu à disséquer, à me dire est-ce qu'il en faut plus, est-ce qu'il en faut moins, est-ce que le temps tu devrais le prendre là, est-ce que tu devrais pas rythmer le dialogue, voilà, c'est partie de mes interrogations. Je suis peut-être le seul psychopathe à être là-dedans. Non, je pense pas, hein, parce que tu peux tomber dans un excès où tu te sens pas bien, quoi. Encore une fois, c'est une histoire de seuil, quoi. Je pense pas non plus. Après, le truc, c'est que t'es pas non plus seul maître à bord en ce qui concerne le rythme, quoi. Si toi, tu te pompes up sur le rythme et c'est géré au poil de cul, il y a toujours quelqu'un dans la partie qui, lui, n'est pas calibré comme toi et qui, finalement, le fait tanker dans tous les cas. Donc, je sais pas à quel point c'est une entreprise qui est vaine Finalement, on peut faire beaucoup de choses avec très peu, quoi. Comme dirait Quat, tu dis sujet, verbe, complément, et après tu modules pendant la game, ça fait 80% du taf, quoi. À quoi ça sert d'aller chercher les 20% restants de nos, je sais pas. Mais t'as des signes à envoyer, même, enfin, quand t'es maître du jeu, tout comme t'es joueur ou joueuse, t'as des signes à envoyer. Si tu commences à décrire, les autres vont peut-être décrire en miroir. Si tu ne fais que interpréter tes lignes de dialogue, peut-être que les autres vont être incités à faire de même. Il y a quand même une responsabilité sur ce rythme de description, sur cet intercalage, quoi. Et peu importe la place que t'as autour de la table. Ouais, responsabilité, je sais pas. Genre, responsabilité, je dirais qu'il y a aussi une part de l'intuitif. Genre, moi, je pense que je suis un MJ qui masterise beaucoup à l'intuition. Genre, je fais comme ça sort, quoi. Le rythme, il est poussé un peu au forceps, juste parce que je parle vite. Et du coup, je parle vite, machin, on se lance comme ça. Les gens ont pas le temps de s'ennuyer. Ah, comme quoi, tu vois, il y a bien une responsabilité. Si tu fais ça, tu sais ce que ça va produire en face, quoi. Tu vas vite, le reste de la table va suivre, comme tu dis, quoi. Pas spécialement. Ce que je veux dire, c'est que si moi je le fais, il y a une chance que ça percole chez eux. Mais en tout cas, moi, je ne prends pas la responsabilité entière du rythme que j'impose à la table. D'accord. Oui, non, je suis d'accord. Ok, autant pour moi. Oui, t'es pas seul responsable, quoi. Mais ça a une influence, quoi. Je me dis par intuition, si moi je bombarde, ils vont tenter de me rattraper. Voilà. Oui, je pense que par mimétisme, bon, bah, si j'ai pas d'autres indications, effectivement, quoi. Je vois le MJ qui bombarde, potentiellement je bombarde aussi, quoi. Bah, remarque, tu me diras, non, moi je bombarde tout le temps. Parce qu'en vérité, s'il y a quelqu'un autour de la table qui prend 8 heures pour nous décrire comment il achète des chips, je vais bombarder après. Tu vas bombarder ces chips, voilà, je suis d'accord. Ouais, quoi qu'il arrive, moi je suis un bombardeur. Non, pas du tout. Est-ce qu'on se bombarderait un autre petit extrait? Allons-y. Vous avez préparé le terrain pour mes pièces, pour mes plats du jour, là. Je serais dégoûté de pas les mettre. Allez, j'ai faim. Comment est votre blanquette? Pardon? Les plats à base de viande sont-ils de bonne qualité? Oui. Bon? Faut aimer. Oui. Allez, c'est parti. Son regard tellement humain, qui est peut-être la seule preuve d'humanité dans cette chimère, cette caricature qu'il est. Il porte toujours ce masque de la commedia dell'arte qui a été fracassé et auquel on a ajouté une sorte de muselière métallique. Et son regard, sans ciller, ne s'est point détourné du sombre Nosferatu. Et il déclare Roitelet, accueille donc la nouvelle venue et montre-lui ses quartiers. Il laisse un blanc totalement calculé. Cirez-moi même avant à nous entretenir. Parenthèse, par pitié, partez pas. On a essayé de se croiser toute la session précédente. C'est pas parce que on me balance mon background dans la tête en me mettant mon malois dans les dents que vous devez prendre votre révérence et nous laisser jouer justement les sock puppets à papoter dans notre coin pendant que vous êtes obligés de la boucler. Kenneth, que nous avions laissé
jambes croisées et bras écartés sur les... What? Est-ce qu'on peut m'expliquer ce qui s'est passé? Parce que autant je l'arrive à l'analyser, j'arrive pas du tout à le concevoir. Oui, va falloir essayer de comprendre. Hein. C'est un peu le but de l'exercice, quoi. Parlons de ce qui se passe déjà. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que j'entends? J'entends quelqu'un... Alors déjà, j'ai l'impression qu'il y a que lui qui joue, hein. Voilà, depuis... Disons que cette C'est vrai qu'on est saveur... retombé sur le même, ouais. En train de faire la description de son PJ, je pense. Ouais, oui, je sais pas ce qu'il fait. Et donc il est dans l'incarnation, j'ai l'impression qu'il présente un truc, etc. Et tout d'un coup, je ne sais pas de quoi il parle. Il parle d'un truc qui n'est pas du tout la diésèse, j'ai l'impression. Ouais. Il parle du jeu, etc. Il y a des mots de franglais, c'est balancé très très vite. Alors pour moi, il y a 3 trucs. Il y a un, il est en train de faire une description de son personnage. Truc classique de les personnages se rencontrent et chacun se décrit, un truc comme ça. Il enchaîne avec une phrase de dialogue où il dit aux gens barrez-vous. Et ensuite, il fait tout de suite une parenthèse hors jeu pour leur dire en vrai, vous barrez pas. Voilà, je vous demande de rester parce que on est enfin ensemble. C'est trop, c'est méta important, c'est le cas de le dire. Donc moi, je vous fous à la porte. Mon personnage, je vous fous à la porte, mais moi, certainement pas, quoi. D'accord. Moi, je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est exactement ça, ouais. Bon, déjà, on a bien découpé le truc. C'est un peu surprenant parce que j'ai l'impression qu'ils font pas ce genre de parenthèse très souvent. Donc là, il y va à fond. Et en plus, je pense qu'il y va à fond parce que c'est hyper important pour lui. Volsung, en l'occurrence, qui joue. Là. Ok. Il y a un truc qui m'a déstabilisé, c'est vraiment ce côté immédiat. C'est-à-dire qu'il a déclamé ce que son personnage faisait, etc., machin, avec une certaine voix, presque une voix de tête, si j'ose dire. Et il a enchaîné avec la même voix, le même timbre, sur des choses hors RP, ce qui fait que pour moi, tout a été jeté sur le même plan, en fait. Ouais. Et du coup, ça a contribué de cette espèce de choc psychique chez moi, et je me suis dit de quoi il parle, qu'est-ce qu'il raconte, ce qui est assez déstabilisant. Ah, ça me donne envie de parler de ça, là, la cacophonie des signes. Le fait que quand on te donne quelque chose, t'as du mal à l'interpréter. La première fois que j'en avais entendu parler, je crois que les gens donnaient en exemple, imagine, t'es dans un journal grandeur nature, ok, peut-être l'exercice de pensée, tu te balades dans un champ parce que on n'est pas dans un restaurant. Ah, mais si, mais on est dans un restaurant en train de faire une expérience de pensée. C'est comme Inception, tu vois. Oh putain, we need to go deeper. Il y a des layers. Ok. Go deeper, ok. Est-ce que c'est la première strat 2 C'est la première strat 2 du podcast ou pas? Bah normalement, c'est un truc où à la fin, quand tu reviens dans ta vie réelle, tu te dis, mais attends, est-ce qu'il n'y avait pas une strat avant ça, tu vois? Bon donc, vas-y, t'as ton épée en mousse, t'es en train de te balader et tu traverses un champ, ok, qui est à côté de la zone du GN, là, pour le rejoindre. Et dans le champ, il y a un pentacle dans l'herbe qui est fait avec des tissus de soie rouge. Et là, la question que tu peux te poser, c'est est-ce que c'est des tissus dans l'herbe qui forment un pentacle en soie rouge? Est-ce que c'est un pentacle tracé avec du sang? Et comme ils pouvaient pas le faire avec du sang, ça se voyait pas, et que faut pas abîmer le champ du paysan, ils l'ont fait avec des tissus de soie rouge. Est-ce que c'est un signe que moi, mon personnage, je suis pas censé voir et qui a du sens uniquement pour certaines personnes qui sont des mages ou je sais pas quoi, tu vois. Et c'est le bordel, parce que si tu ramasses tout ça, tu le mets dans ta poche et tu te barres avec en ville, ça se trouve, il y a un mage qui va arriver dans le champ et dire ma quête m'amène ici, on m'a dit qu'il y aura un pentacle magique, il y a plus rien. Le pentacle magique est dans les poches du barbare. Donc c'est vite le bordel, quoi, d'interpréter les signes, les détails, etc., quoi. Et ça me fascine un peu. Et là, je pense que c'est un peu ce qui t'est arrivé, quoi, en 1 minute, non? Ah oui, là, je me suis pris une décharge de signaux contraires, quoi. C'est vrai que j'ai pour habitude d'avoir au moins une pause et surtout un registre différent entre le méta et ce que je dis dans la fiction, dans la diégèse, à partir d'un autre personnage, etc. Alors, je change pas spécialement ma voix, mais ne serait-ce que, par exemple, donner le nom de la joueuse, tu vois. Quand c'est Griselda la paladine, je dis Griselda, il se passe ça. Par contre, Gaël, te dis un truc à toi, là, c'est important, tu vois. Ouais. Et du coup, là, le fait qu'il ait manqué de tout, si j'ose dire, a contribué de cette espèce de capharnaüm, là. En plus du fait que, bon, il y a des termes un peu spéciaux qui sont liés au jeu, etc. Et du coup, j'ai pas tout compris, mais surprenant. C'était quoi les termes, genre d'un nom liés au jeu, là? Tu saurais dire? Non, il dit par pitié, partez pas, on a galéré pour se croiser sur la session de jeu précédente, faudrait pas que ça se reproduise. Enfin, il communique son intention de manière méta, en fait, sur ce qu'il voudrait pour la partie en cours, quoi. Oui, ça j'avais bien compris, mais du coup, tu te souviens pas d'un terme en particulier, quoi. Ouais, j'ai entendu le roitelet, le maliette, le je sais pas quoi. Au point que je te jure, quand je lui demandais what, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas compris la phrase en français. Ah, roitelet, c'est quand il est en train d'interpréter son personnage et son interlocuteur, il l'appelle roitelet. Donc là, effectivement, la séquence est tronquée, donc on sait pas exactement à qui il parle, mais du coup, il a une raison de l'appeler roitelet, je suppose. J'espère. Ça vous arrive, vous l'interdisez, ça, à une table en général? Dans vraiment cas de force majeure pour prendre
la parole en méta pour demander un truc. En tant que joueur, hein, je parle. Non, je prends le droit, même si on me l'a pas donné. C'est primordial de pouvoir exprimer, vocaliser ce que je ressens à n'importe quel moment de la partie, quoi. Ouais, donc tu te freines pas spécialement là-dessus, quoi. Si t'as un besoin, tu l'explicites. Si jamais c'est pas du vocal, au moins à l'écrit, quoi, en mode on peut faire une pause, ou genre vas-y, viens, va au conflit, n'aie pas peur, etc. Tu peux me taper. Ça transparaît au moins à l'écrit, quoi. Et toi, Jean-Nandon ? Ouais, moi je le fais. Alors, je le fais pas très souvent. Enfin, dans le sens où je tourne 7 fois ma langue dans ma bouche avant de me dire est-ce que je le fais, de rajouter une note méta, etc. Parce que ça va sortir tout le monde de la fiction. Potentiellement, on va devoir entamer une petite discussion là-dessus. Donc, je le fais pas n'importe quand, n'importe comment. Mais particulièrement dans le cas où il se trouve, son personnage dit quelque chose et lui veut l'inverse de ce que propose son personnage. Je pense que c'est une très bonne chose de le faire. On a des signes sur la table régulière sur laquelle je suis. On a des signes quand on passe en mode pâté, c'est-à-dire quand ton personnage commence à faire de la merde et que toi en tant que joueur tu dis n'oubliez pas d'arrêter mon personnage parce que là je suis en train de faire quelque chose, je me mets en antagonisme et on a des signes pour ça en fait. Alors tu vas me parler des signes mais d'abord en mode pâté. Ouais, je vais faire du pâté, je vais faire n'importe quoi, je vais jouer mon personnage de manière absolument non optimisée qui va potentiellement nous emmener dans une branche de la fiction à laquelle je crois pas ou qui est pas du tout collaborative et respectueuse de vous, je fais du pâté quoi, enfin voilà. D'accord, du pâté, ok. Non mais j'apprends le terme de ta table. Et c'est quoi les signes que vous avez ? Il y a un joueur qui le fait régulièrement et il a deux faces à son token Roll20 et donc il a la face normale et quand il le switch c'est le même avatar sauf qu'il est passé en filtre rouge et il a des flammes derrière lui quoi si tu veux. Ce personnage là il est très impulsif et quand il part dans une direction il y va en appuyant sur les pédales au maximum. Donc lui il a vraiment la deuxième face à son token pour se l'envoyer. Est-ce que c'est une représentation diégétique de ce qui se passe, genre le mec passe en mode rage ou c'est vraiment un indice pour vous pour dire là je pars à 100 000 et surtout suivez-moi quoi. Ouais, il y a rien de diégétique, non. Okay. Il est tout rouge, quoi, tu vois, il est vraiment en mode n'importe quoi, en mode furax. Je vais faire de la merde. Ok, d'accord. Et si tu ne regardes pas le board à ce moment-là, t'as possibilité de pas le capter, en fait. Ça fait aussi un peu partie du jeu, tu vois. C'est un espèce de jeu qu'on s'est rajouté, un petit module de jeu. Ah d'accord, ok, c'est pas mal. Effectivement, ça représente rien de diégétique, c'est un petit signe, quoi, pour dire ça ne compte pas dans la diégèse, c'est autre chose. Moi, je pense que je me retiens parfois. De temps en temps, c'est nécessaire et je le fais, mais je crois qu'il y a des moments où je suis quand même en retenue. Je préférerais ne pas le faire, tu vois. Si je peux éviter de faire une pause au milieu d'un truc dramatique. Ouais, je comprends tout à fait. Mais là, je l'aurais peut-être fait parce que les personnages se rencontrent pour la première fois. Ton personnage est très sec, il envoie chier tout le monde, alors que toi, t'as qu'une envie, c'est de faire un truc avec le reste de la table. C'est peut-être le moment de faire un beau sourire à côté pour dire, il y a une distinction. Voilà, mon personnage va peut-être être un peu odieux ou un peu raide. Soyez tranquille, quoi. Autant je me rends compte que je me prive pas quand je connais pas les gens et que du coup, on doit construire une sorte de contrat de confiance, une relation qui commence, quoi. Autant j'ai l'impression de me retenir quand je connais les gens. Parce que du coup, je me dis, là, je sais où il m'emmène, je peux lui faire confiance. Je gomme un peu ce côté-là qui peut être justement, qui peut sortir de l'immersion. Ouais. C'est vrai que tu le fais plus facilement si tu te dis dans ta tête, tiens, je vais compenser quelque chose du jeu que j'ai là entre les mains. Si le jeu, tu vois, on t'invite à jouer un jeu, c'est un one-shot, il a été joué très exactement 1200 fois. Bon, a priori, tu te dis, le truc est complètement bulletproof, il y aura pas de problème, t'as moins d'espace et de nécessité de faire une demande en particulier au reste de la table, quoi. C'est effectivement un cas où il y a des chances que je me taise. Je me dise, vas-y, fais une confiance aveugle. J'aimerais bien savoir si cet actuel play, Vampire la Mascarade Blue Moon, de 2D6 plus cool, c'est un truc long. Ça a l'air d'être caractère driven parce que il a dit, je me suis pris le background de mon personnage en pleine tête. Donc, ils ont des bacs, leurs personnages vont survivre plus d'une demi-heure. Je pressens le truc très écrit de Vampire la Mascarade pour amener les personnages à un moment précis de leur vie de vampire avec un truc très établi, quoi. Mais peut-être que je me gourre. Il y a un arrière-goût déjà dans le tapas, j'ai l'impression que parfois il y a des gens lisaient. Hein. Alors je pense pas, moi je pense que c'était full impro sur absolument tout. Et effectivement, cet actual play il m'intéressait beaucoup parce qu'il est par 2D6 plus cool, donc des personnes qui ont une grosse culture des PBTA, de la narration partagée. Et donc en fait il propose des scènes très régulièrement les uns les autres et ça part dans la direction que les joueurs et les joueuses choisissent ou poussent en fait à l'instant T, et le maître du jeu suit là-dedans et rajoute ses plot hooks à l'intérieur. Tout ça est fait d'une manière qui n'est pas du tout la manière storyteller classique. Et à ce titre, moi je trouve qu'elle est très très intéressante cette partie parce qu'il joue à Vampire la Mascarade d'une manière totalement différente de ce qu'on attendrait d'une de ces parties, quoi. Donc c'est-à-dire que les dialogues et l'univers évidemment ressemblent à Vampire. Par contre, il y a pas un plot arrêté, quoi. C'est à la manière d'un PBTA, quoi. Chacun fait des trucs et on regarde comment ça évolue, quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment la manière dont d'amener les scènes, ce que tu fais naturellement dans un PBTA ou à chaque fois que tu utilises de la narration partagée. C'est vraiment
vraiment une culture de jeu dans laquelle t'as une espèce de cadre et puis tout le monde improvise là-dedans et tire la narration dans le sens qu'il veut et le MJ suit tout le monde. Et eux, c'est la manière dont ils abordent le jeu. Et ce qui est très intéressant et qui est pas du tout que te dit le manuel de Vampire la Mascarade qui te dit il faut prévoir des choses, il faut des scènes comme ci comme ça avec un gros cadre. Enfin en tout cas, c'est comme ça que la majorité des personnes le comprennent quoi. Ce qui donne beaucoup de scénarios, ambiance très linéaire avec les scènes qui sont prévues, etc. Et là, c'est pas du tout la partie dans laquelle on se trouve. Et en fait, si Volsung, à ce moment charnière de la scène, dit non, mais il faut qu'on reste ensemble, il faut qu'on continue à faire des scènes ensemble, c'est parce qu'en fait, tout le monde est à l'initiative de ce truc-là. Et il dit, mais il rappelle bien à tout le monde, s'il vous plaît, créons les prochaines scènes avec plusieurs personnes à l'intérieur, avec plusieurs joueurs et joueuses qui partagent les prochaines scènes, parce que c'est à ça que j'ai envie de jouer. Et c'est pas le MJ qui est responsable de ça. Ok. Dans l'extrait qu'on a regardé tout à l'heure, qui se passe après cet extrait-là d'ailleurs, ils sont de nouveau séparés, en tout cas en partie, quoi. On voyait des focus sur un joueur, puis sur un autre joueur. Et là, ils essayent de se rassembler. Et ben, moi, ce point-là, c'est typiquement un truc où faut être délicat, c'est de la dentelle, parce que si jamais j'ai l'impression d'être en train de ramer pour essayer de réunir les gens autour de la table et leurs personnages dans quelque chose, et que le reste du jeu est pas designé spécialement pour ça, et que donc je rame un peu à contresens, ça peut m'inquiéter, tu vois. Je serais comme Volsung, voilà. Je serais en train de me dire, il faut qu'on se réunisse, mais ça peut être un vœu pieux, quoi. Si le jeu c'est fais ce que tu veux dans tel univers de JDR et va dans le sens que tu veux, pourquoi j'irais vers les autres joueurs, tu vois? Il y a rien qui oblige mon personnage, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends bien. Et donc ça peut me foutre dans une situation que je peux trouver désagréable. Et Volsung, je pense que sur le coup, sa solution, c'est d'en parler immédiatement et pas d'attendre le débrief et pas d'attendre voilà. Ouais, absolument. Ça fait plus de sens. Ouais. Coco, encore un petit truc à dire sur ce plat? J'analyse, mais je pense que tout a été dit. Ça me fait surtout penser à justement des jeux PBTA que j'ai longtemps joué, où justement, pendant 2h30, en fait, on parle pas, quoi, parce que c'est autour de quelqu'un d'autre. Et malheureusement, même le fait qu'on dise, oui, il faudrait qu'on fasse les scènes plus souvent ensemble, ça ne suffisait pas, quoi. La volonté qu'on avait de jouer pour voir ce qu'elle allait se passer était plus forte que finalement la répartition du temps de parole pour chacun, quoi. Et d'ailleurs, j'en ai pas 40 en tête non plus, des PBTA. Mais moi, j'en connais pas un où les manœuvres passent le focus, où le focus c'est matérialisé par les règles, et ça dit si vous échouez, le focus passe à un autre joueur, ou quoi qu'il arrive après cette manœuvre-là, le focus passe à un autre joueur, tu vois. Ouais, c'est censé être un principe de MJ d'amener la game, de faire pulser le truc tout le temps, et du coup de balancer vers un autre personnage, quoi. Mais non, c'est vrai qu'il y a aucun move qui donne le bâton, quoi, le relais. Il y a forcément quelqu'un qui y a pensé. Pourquoi oui, non mais effectivement. Bah oui, c'est un peu étonnant. Si tu joues à Shinobigami, donc qui est un jeu que Coco m'a fait découvrir, donc tu peux présenter Shinobigami en moins de 30 secondes ou pas? C'est un jeu japonais très structuré où en fait c'est une guerre de clans ninja, tout le jeu est PVP par essence. Donc en fait il y a un scénario, tout le monde arrive avec un secret et il faut tirer son épingle du jeu et à la fin gagner le scénario tout seul. Voilà. Exactement. Et dans ce jeu-là, t'es obligé, à la manière d'un fiasco, je sais pas pourquoi je suis allé chercher un jeu japonais, t'invites d'autres joueurs dans ta scène. Et en vrai en PVTA, c'est rare que je vois cet outil-là. C'est-à-dire qu'effectivement, ça veut pas dire que c'est un impensé, puisque effectivement c'est une responsabilité d'MJ de passer le focus, mais on peut s'étonner qu'il n'y en ait pas plus qui a été designé avec ce truc-là intrinsèquement, quoi. Parce que là, Volsung, s'il y avait quelque chose qui le rassurait sur cet aspect-là, il aurait pas fait de remarque. Et là, il fait une remarque en disant je veux tout de suite qu'on se fixe quelque chose, c'est qu'on va jouer ensemble ce soir, quoi. En fait, quasiment sûr que dans Monster Hearts, il y a des trucs pour invoquer des gens, pour faire des intrusions en fait, je me dis. J'ai quasiment sûr qu'il y a des trucs pour faire des intrusions parce qu'en fait, dans tous les PBTA un peu old school, il y a une action qui dit quand vous avez besoin d'être quelque part, c'est pas quelqu'un qui est invité, c'est quelqu'un qui s'invite finalement. Quand vous avez besoin d'être quelque part, vous y êtes, pas de problème. Ouais, ok, donc il y a un petit quelque chose qui s'apparente effectivement au fait de partager le focus dans Monster Hearts particulièrement. Il y a ce côté un peu tug of war, quoi. C'est une bataille, genre il s'impose, il rentre dans la scène presque en entrée fracassante. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que dans beaucoup de jeux de rôle japonais, il y a ce qu'on appelle des mécaniques d'apparition. C'est-à-dire que les jeux japonais sont souvent découpés en scènes qui ont un personnage maître de la scène, qui est souvent un joueur, éventuellement le MJ, et tous les autres personnages que le joueur lui invite. Mais quelqu'un qui n'est pas invité peut dire non, moi je veux être invité, et blam, je rentre dans la scène, je lance les dés, et parfois ça lui coûte quelque chose. D'ailleurs, on parle un peu mécanique de PBTA, de gestion de ces trucs-là. Là, dans ce qu'on est en train de manger aujourd'hui, on n'a pas d'infos pour l'instant. On a vu un bout de pouvoir utilisé, mais la question que je me pose, du coup, c'est est-ce qu'ils jouent avec les règles de vampire et une culture de jeu pas faite pour ces règles? C'est le plus probable, on va pas se mentir, c'est le plus probable, non? Ils jouent avec Vampire by the Book, la V5, ils appliquent les règles et tout. Et ouais, donc en fait, la remarque de Volsung, elle prend tout son sens.
C'est-à-dire que si tu fais pas ce genre de remarques ou que t'envoies pas des petits messages aux autres, c'est plus long de se trouver et de se calibrer, quoi. Parce qu'ils ont le loisir de faire des ellipses, de partir où ils veulent dans, je sais pas où ils sont, mettons Chicago, et d'utiliser leur pouvoir vampirique dans tous les sens. Ouais, si tu structures pas un peu toi-même, ça va avoir du mal à se structurer tout seul, quoi. Le MJ va pas y arriver tout seul, quoi. Surtout d'ailleurs que la gestion du temps dans Vampire, c'est un peu... Enfin, Jean-Dadon, du coup, m'y a fait jouer. C'est un peu nébuleux, quoi. Tout ce qu'on peut faire en une nuit... Il n'y a pas de règle là-dessus. Il pas de règle. Il n'y a rien du tout. Potentiellement, tu joues des nuits hyper intenses. Imagine, ils sont 4 autour de la table. Des nuits, ouais. C'est des nuits Olivier Tom, quoi. À 21h30, il y en a un, il prend un camion et il rentre dans la banque du sang. Oh, on a pour 4 séances à gérer tout ce qui va se passer derrière, etc., quoi. Cela dit, parenthèse, parce que du coup, ça commence à... C'est meilleur au fur et à mesure qu'on mange. La perspective de jouer un truc choral, un peu à la manière d'un PBTA, jouer pour voir ce qui se passe, et de savoir qu'il peut y avoir éventuellement du PVP, meilleure manière de jouer à Vampire à Chicago, quoi. Et oui, mais il y a de l'idée, hein. Bah, c'est comme ça que j'ai envie de jouer au truc, quoi. Je trouve ça beaucoup plus excitant que le MG qui me dit j'ai un scénario avec un point de départ qui va rassembler toute la coterie, quoi. Mais t'inquiète. Rien à foutre de la coterie. T'inquiète, j'ai pris ton background en compte. Alors, en l'occurrence, il a pris celui de Volsung en compte quand même, tu vois, pour l'instant. Oui. D'une manière très très drôle. C'est-à-dire que Volsung lui avait laissé tout un tas de choses et il lui a tout mis dans la tête à la session 1. Tu vois, lui disant, vas-y, tu pourras amener ceci, cela. Et en fait, il a fait tapis, le maître du jeu à la session 1. Il fait tapis, il dit, ok, tu m'as filé ton background, tiens, voilà, hop, maintenant j'ai plus rien à faire. Ça, je trouve ça assez génial. Comme signe de dire le background, voilà, il est posé là, tout le monde le connaît, c'est parfait, quoi. Ok, le PVP, c'est du rap de plat principal ou pas? J'ai le PVP, mais j'ai une autre séquence que j'aimerais bien intercaler. Et je pense que je fais écho un peu à ce qu'on me dit. Allez, du rap. J'avais un mini sujet, c'est peut-être le moment de l'activer. Vas-y. Ça joue à la troisième personne. Mon personnage fait ci, mon personnage fait ça. Et moi, c'est un espèce de petit sujet parce que j'ai l'impression que je suis un peu l'anomalie quand je joue avec des gens et que je suis à la troisième personne. Et tout le monde me dit, c'est bizarre, tu joues à la troisième personne et tout. C'est pour savoir où est-ce que vous placez, vous, par rapport à ça. Étant un peu Forever MJ, je ne joue qu'à la troisième personne, même quand je suis PJ. Et la discussion est remontée récemment, du coup, avec d'autres personnes. Du coup, ils trouvent ça aussi bizarre. Il dit, mais c'est bizarre, t'es un personnage, pourquoi tu dis il? Et moi, je dis, bah, je fais pas exprès, en fait. Encore une fois, c'est de l'intuition. C'est, je dis il parce que je dis il depuis 20 ans, quoi, quand je parle avec un PNJ. T'es comment, toi, Quat? En vrai, je fais un peu les deux, mais je sais qu'il y a des endroits précis où je fais troisième personne. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est pourquoi, quoi. Qu'est-ce que ça vous apporte? Pourquoi c'est un truc par défaut? Et ben, moi, j'étais tenté de disséquer ce pourquoi je le faisais. Je pense que je le fais depuis 2 ans, activement, voilà, que je suis à la troisième personne, parce que sur les campagnes que je joue, j'ai un personnage féminin que je joue toutes les semaines, et je pense que c'est un des premiers trucs qui m'a amené à faire de la troisième personne. Je sais pas si c'est la raison principale. Et l'autre chose, c'est que j'ai une espèce de conscience du pouvoir narratif que je peux prendre en tant que joueur, et c'est plus facile de le prendre à la troisième personne qu'à la première. Parce qu'à la première, ça fait moins de jeu, on est d'accord. Oui. Et puis parce qu'il y a un moment donné, t'as envie de plier un petit peu le décor à ta volonté. Tu as envie de prêter une petite réponse à un des PNJ ou je sais pas quoi. Tu as envie d'être un espèce de mini MJ pour la bulle autour de ton personnage. C'est plus agréable pour moi de le faire à la troisième personne. Cela dit, depuis que j'ai eu toutes ces discussions et qu'on m'a dit mais la première personne, plus intense, plus d'implication, etc. Je me choisis les moments où je repasse en première personne dans le but de donner un coup d'accélérateur. Je suis encore, c'est un work in process, mais ça fait partie des outils que je suis en train de régler pour moi-même, quoi, voilà. Okay. Je suis assez protéiforme dans le sens où je vais dire mon personnage dit, genre je vais dire vraiment la phrase mon personnage dit, et après je passe en première personne. Et en fait j'ai l'impression alors vraiment le mec schizophrène, quoi, et j'ai l'impression qu'en fait en faisant ça, je conjure le pouvoir évocateur de l'image, qui est quelque chose qu'on m'a vraiment appris en tant que MJ, qui est de mettre des choses à l'écran. Et du coup qu'en fait quand je dis mon personnage dit avant la déclamation, c'est moi, Coco, qui vous dit, là, il y a une scène intéressante. Et je pense que je rejoins un peu Jean Dadon sur ça. J'ai conscience qu'en fait, si jamais je mets les choses à l'écran, les gens vont s'en rappeler. Les gens, ça va un peu frapper la rétine de mes joueurs spectateurs, là, ou de mes collègues de partie. Et il va peut-être en rester un truc, quoi. Mais tu pourrais dire je dis plutôt que mon personnage dit ou elle dit, tu vois. Et bah, j'ai l'impression qu'en fait, non, parce que du coup, on regarde tous le même film. Et dans ce film-là, en fait, c'est mon personnage. Moi, je suis à côté de vous et du coup, on pioche dans le popcorn en même temps, quoi. Ah oui, d'accord. C'est un peu regardons ensemble ce que dit mon personnage. Ouais, il y a une dissociation assez folle que je fais constamment, en fait. J'ai pas assez étudié la question. Je suis presque sûr qu'un endroit où je le fais, de passer à la troisième personne, c'est quand j'ai besoin d'un alibi supplémentaire. Je vais donner un exemple tout bête. La partie démarre,
je dois me décrire et le personnage est maxi beau gosse, super fort, super costaud et accompagné par une troupe de gens qui chantent Prince Ali, oui c'est bien lui, Ali Ababa et tout ça. Comment dire, pas à l'aise à dire je, tu vois. Je suis trop chaud, moi je suis un giga de Chad. Et donc ça me donne un alibi supplémentaire de dire il. Ou elle, enfin peu importe, mais... J'imagine que tu l'utilises aussi si ton personnage fait quelque chose que tu cautionnes pas, par exemple. Bah, oui, ça pourrait, ouais. Encore une fois, c'est un alibi supplémentaire. À partir du moment où je dis il, je rappelle à toute la table que je suis en train de parler du personnage, quoi. D'accord. Ouais, c'est pas toi. Ouais, c'est pas toi, donc il y a pas de souci. Ouais. C'est pas moi. Et puis je convoque un regard extérieur. Je peux dire, il s'empare de l'épée de son père et il titube un peu. Parce que dire je le titube un peu, c'est bizarre. On dirait que c'est volontaire, tu vois. Oui, il y a ça aussi. Ouais. Il y a ce côté déclamer des choses qui n'auraient pas de sens à la première personne. Ouais. Là, je pense à juste, je vais dans le couloir et j'ouvre la porte. On se dit pas ça, nous, dans la vie de tous les jours. Alors que pourtant, si jamais je dis mon personnage s'avance et ouvre la porte, j'ai l'impression de le voir à l'écran. Ouais. Et en fait, ça me semble beaucoup plus facile à capter. Je sais pas pourquoi. Faire le test. En tout cas, je suis pas dogmatique de toute façon, quoi. Je veux dire, je pense que les deux sont tout à fait ok, quoi. Pourtant, j'ai déjà joué avec Jean Dindon, j'ai pas été choqué. Forme de la troisième personne. Je pense qu'il y a surtout plein d'endroits où, franchement, ça change pas grand chose, quoi. Pour ça va arriver à peu près au même endroit, cette affaire. C'est vraiment une nuance subtile, finalement. Bah, je sais pas. J'ai l'impression que tu peux avoir une proximité différente avec le personnage selon le fait que tu dises jeu ou que tu dises une troisième personne, tu vois. T'emploies une troisième personne. J'ai l'impression qu'il y a un sujet dans le sujet parce qu'en fait, pour moi, ça ne change absolument rien. Par contre, j'ai l'impression que c'est un sujet pour ceux qui le voient, quoi. Pour ceux que ça choque, en mode, attends, mais tu parles à la troisième personne en JDR? Waouh! J'ai l'impression que c'est un sujet pour eux, en fait. Bah, quand je dis c'est subtil, moi, personnellement, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, en genre non. C'est-à-dire, ça va changer quelque chose, oui, mais quand je dis ça va arriver au bout en même temps, c'est-à-dire que il y a pas genre des parties de jeu de rôle que tu peux pas jouer si tu parles à la troisième personne, tu vois. C'est ça que je veux dire. Ça va pas te fermer tant que ça des portes ou créer une impossibilité de s'entendre à une table, tu vois. Non, mais est-ce que tu vas pas kiffer moins une expérience parce que tu utilises la troisième personne plutôt que dire je, ce qui t'implique aussi, tu vas me dire je. Et là, je suis triste, je sais pas. Enfin, tu vois, il y a des trucs aussi que tu as convoqués en faisant ça. Ouais, mais pour faire le tri de ce que ça, tu vois, mettons que je passe à la troisième personne pour jouer une partie demain, intégralement, pour faire le tri à la fin de ce que j'ai laissé de côté en me disant pas jeu dans la partie, il faut être sacrément alerte parce que mon immersion va dépendre de tellement de paramètres. Celui-là, on est peut-être un, mais un parmi beaucoup, tu vois ce que je veux dire? Oui. Après, moi, je me donne ma propre contradiction parce que, comme je dis, je fais de la troisième personne, donc j'essaie juste cette discussion plus que de raison, alors que franchement, on a des plats à bouffer, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. C'est de la merde. Est-ce que tu veux la provoquer au point où elle commet une erreur, ou est-ce que tu veux juste, pour l'instant, c'est juste un petit jeu sans enjeu, quoi? Pour l'instant, je taquine. Ça marche. Elle retire sa main un peu sèchement, quoi. Elle fait, je suis pas un cadeau, ok, je suis pas une chose. Il a un grand sourire qui s'épanouit sur son visage en contemplant la scène. T'es toujours en présence, non? Excellente question. Je pense que Kenneth a toujours son pouvoir de puissance, de présence activé, mais ça peut être... J'ai peut-être tort. Pour le coup, oui. Toujours. Donc voilà, il y a quand même une forme de réticence... Le contact de ta main, elle le tolère peut-être une seconde de plus qu'elle aurait voulu, mais il y a quand même une forme de dureté dans son regard. Et comme toujours, puisque je ne vous ai pas assez fait lancer les dés peut-être la fois dernière, si quelqu'un veut la percer à jour et faire un jet d'empathie, vous êtes bienvenu. Dans pas quoi? Non, pas quoi? Je veux bien aussi. Est-ce qu'on peut être plusieurs à faire le jet d'empathie ou pas? Tout à fait. Oh, c'est tellement vulgaire le tradit. Astuce plus empathie. Difficulté, j'ai envie de dire 2. Elle est assez facile à lire. Kali a réussi, mais pas moi. Elle a 2 réussites, je n'en ai qu'une. Tout à fait. Allez, il y a des marronniers à secouer là. Absolument. Moi, j'ai envie que peut-être on commence par toi, Zandandong, que tu nous expliques déjà ce qu'on a vu, quoi. Alors, on voit une séquence dans laquelle il y a un petit peu de système qui va être activé puisqu'on va devoir faire des jets d'empathie pour deviner des motivations cachées des PNJ. Et à ce moment-là, il se pose la question de savoir si plusieurs personnes doivent faire le jet parce que quand même le tradi c'est vulgaire. Et moi, j'adore cette séquence. Quelle vulgarité du jeu tradi. Et avant ça, il y a quand même une petite phase d'échange avec plusieurs voix, quoi. Il y a notamment, et qui se termine d'ailleurs par Volsung qui demande si un autre PJ, en l'occurrence Lachezis,
Si elle a toujours son pouvoir d'activer, quoi. Et le MJ lui fait une réponse. Ok, on a tout. Bah, qui veut commencer? Comment ça goûte? Est-ce que c'est là que commencent les prémices du PVP? Parce que j'ai l'impression que l'interaction, elle est un peu chargée entre deux personnages joueurs, de ce que je comprends. Alors, à moins qu'un joueur manipule le PNJ à côté de lui, je sais pas. Non, c'est pas la séquence sur le PVP. Je pense là, pas qu'il y ait de PVP, ouais. Je pense que c'est juste, ils sont plusieurs dans la scène, quoi. Ok. L'interaction me faisait penser qu'il y avait quand même une interaction chargée entre plusieurs personnages, donc il y a une tension, quoi. Vu qu'il y avait plusieurs joueurs qui discutaient, je me disais qu'il y avait un truc, mais peut-être que j'ai mal analysé. Il n'y a pas de texto de PVP, c'est juste un jet d'empathie qui arrive au milieu d'un dialogue où les enjeux sont en train de monter en vérité. Et ce jet d'empathie, du coup, il est appelé, quoi. Ah bah, Califera, elle dit oui, avec un énorme sourire, elle est trop contente de pouvoir percer à jour le PNJ avec un jet de dés, quoi. Yes. Et le MJ dit, je vous ai pas fait lancer assez les dés. À la dernière séance, ouais. Ce qui est pas très surprenant, vu ce qu'on a compris de comment ils jouent maintenant, ce que Jean nous a dit, ils doivent pas lancer les dés très souvent, quoi. Peut-être une fois par scène, pour certaines scènes, quoi. Et c'est étrange si jamais ils ont une... Enfin là, du coup, on analyse un peu les joueurs plus que la paix, mais si jamais ils ont une pratique un peu PBT-esque du truc, PBTA, on peut lancer beaucoup de fois les dés si jamais on active beaucoup de fois le jeu. Ouais, mais rien ne dit que les scènes qu'ils ont faites avant, bien que structurées un peu à la manière des PBTA, elles aient toujours un objectif bien défini. Je pense qu'il y a plein de scènes où tu vois, tu rencontres ton cirque, donc celui qui t'a étreint transformé en vampire, là. Il te dit, je te laisse faire ce que tu veux avec cette personne dont on a pris le sang, et tu te dis derrière, je la laisse dans la rue, je la laisse pas dans la rue. Il y a pas de jet potentiellement, tu vois. Et je pense qu'il y en a eu plein des scènes comme ça. D'introduction, présentation de personnages. Oui, après c'est vrai que saison 1, épisode 2, du coup il y a eu un épisode 1 d'introduction avant. C'est à se demander s'il n'y a pas une sorte de slow burn sur le truc. Qu'est-ce que t'appelles un slow burn? C'est une manière de commencer une campagne, donc ça soit l'action fantastique des parts canons, on est directement in media res, et ça bombarde, comme dirait Aquat. Okay. Et t'as le slow burn où justement on fait de l'exposition à foison, on présente tous les personnages, on les met pas spécialement en danger tout de suite, mais on montre leur environnement pour ensuite crescendo laisser s'installer les dynamiques entre les personnages et voir quels sont les enjeux qui apparaissent, quoi. Du coup, pour te répondre, le premier épisode ressemble plus à ce que t'appelles le slow burn, mais il y a quand même des petites torpilles envoyées, comme je disais tout à l'heure. Il y a tapis sur le background d'un des PJ, il y a des enjeux qui sont mis en cause, il y a des événements perturbateurs, mais effectivement, c'est plus exposition, montrer les personnages dans leur environnement. J'ai pas compris c'est vulgaire le traduit, quoi. Ça, incroyable. Alors bah vas-y, explique ça, Jean. Pourquoi tu dis c'est vulgaire le tradi? Parce qu'ils jouent à un jeu qui est probablement trop tradi pour leur... Enfin, c'est comme ça que je comprends la remarque. Ils jouent à un jeu qui est trop tradi pour leur manière de jouer, et ils arrivent à un moment donné où il y a un jet d'empathie que plusieurs personnes peuvent faire, et le tradi c'est vulgaire parce que c'est pas comme ça que tu t'envisages les choses dans une manière de jeu narratif, ou dans une manière même de tous les jeux modernes dans lesquels les actions sont charnières, quoi. Je pense que ce qui veut un petit peu dire, c'est que les jets de perception ou les jets d'empathie, c'est un peu vulgaire, quoi. Tu vois, tu peux t'en débarrasser, et probablement que eux ont l'habitude de s'en débarrasser, quoi. Ah oui, il aurait pu peut-être, vu qu'ils sont aussi un peu adeptes du discours méta, ils auraient pu le dire en méta, fais-moi confiance sur ça, genre tu sais que mon personnage ment, ou ça aurait pu éluder le truc, quoi. Et là c'est un PNJ, donc il faut qu'ils aient l'info, quoi. Ouais, enfin ils auraient pu l'avoir autrement, c'est vrai. Moi je pense que là on est à quelques minutes de la confrontation entre le système de règles qui joue et ce qu'ils sont en train de jouer et de produire. Parce que, déjà, s'ils sont plusieurs à faire le jet de dés, il y a quand même de bonnes chances que ça réussisse, alors qu'on aurait pu tout jouer en subtilité. Je pense que c'est de l'impro, et c'est de l'impro notamment sur la partie règles. Et ça va s'ajuster au fur et à mesure, quoi. Oui, et j'ai l'impression que là-dessus, Volsung, lui, il a une espèce d'attente forte, ou en tout cas, il a une manière très construite, j'imagine, dans son esprit, d'aborder ce type de jet de dés, et d'où la remarque qu'il fait. C'est ce que j'interprète là. C'est quoi la remarque qu'il fait? Quand il dit le tradi c'est vulgaire. Ah oui, d'accord. Ouais. En fait, il se dit, mais je pense qu'il est à un espèce de niveau méta où il se pose la question du jet, de la place du jet, si on devrait le faire, etc. Et puis si on le fait, s'il y a plusieurs personnes qui le font, comme tu dis, les statistiques sont complètement renversées parce que tu vas multiplier le nombre de personnes qui vont le faire. Oui, tu peux te retrouver embarrassé par ce truc-là, quoi. Toi-même, tu le dis, les règles de vampire sont un peu lourdes pour ce que t'en fais. Je pense que t'es pas le seul. Et en vrai, là, elles vont probablement peser un petit peu sur la partie, quoi. Ils ont envie de lancer des dés visiblement, mais je pense qu'il a pas tort, le MJ. Il faut qu'il le fasse avec parcimonie, quoi. Là, il y a une vraie question d'arbitrage. Est-ce que tu autorises le jet d'empathie à un seul personnage, qui est peut-être le plus impliqué dans le dialogue, ou celui qui a le plus de tenants et aboutissants sur la discussion? Est-ce que tu l'autorises à tout le monde, auquel cas tu sais que c'est un espèce de jet qui va avoir moins d'impact, où il y a
de moins en moins de chances de manière exponentielle que ce soit un échec du fait que tu multiplies les jets. Je pense qu'il y a une vraie question sur, tu vois, comment est-ce que tu gères ce genre de truc. Et il y a aussi l'option de ne pas le faire, de pas faire ce jet et d'utiliser d'autres manières. Ouais, en vrai, c'est hyper concret comme discussion. C'est comment tu gères un jet d'empathie à une table, quoi. Coco, t'as des règles qui sont parmi tes favorites sur ce genre d'interaction ou pas? Sur les jets d'empathie, ouais, lire le mensonge, je ouais. sais pas, ce genre de truc. Ça peut être la perception d'une manière générale. J'ai pas spécialement de règles qui me viennent là, autres que des moves de PBTA, style t'as pas le droit de me mentir ou ce genre de choses, quoi. C'est vrai que peut-être un peu comme Volsung et comme cette clique-là, j'aurais tendance presque à jouer en tant que MJ à dire le PNJ dit ça et après faire un clin d'œil à mes joueurs un peu en connivence en mode vous savez bien qui ment. J'aurais presque tendance à vendre la mèche tellement pour moi c'est pas le truc primordial dans le jeu, quoi. C'est pas là-dessus que tu mettrais de l'incertitude, quoi. Ouais, c'est ça. C'est délicat d'en mettre dans pas mal de systèmes parce que le jet comporte pas de risque par nature, je pense. Et c'est vrai pour tous ces jets-là. Hein. Là où ça commence à glisser, c'est quand tu commences à envisager les compétences de persuasion, tu vois. Est-ce que j'arrive à obtenir ça de quelqu'un ? Et là, tu peux envisager des conséquences. Parce que tu l'obtiens, mais à quel prix ? Enfin, tu vois, on peut faire des systèmes d'enchères, etc. Le truc empathie pour voir si la personne ment, c'est systématiquement un truc gratuit et passif, quoi. Dans le tradit, quoi. Ouais, pour peu qu'en plus les joueurs n'y pensent pas, il y a presque un signe, quoi. Genre le MJ voit que personne prend le truc, prend personne, et là, il y a une info qui est principale pour le scénario. Personne pick up, et du coup le MJ va faire fais un jet d'empathie, fais un jet d'intuition, ou fais un jet de perception, trouve objet caché pour voir, ça vend un peu la mèche, quoi. Ouais, il y a des jeux où tu sais, il y a tu peux faire des tests d'idées pour voir si t'as une bonne idée, tu sais. Ah ouais. Vous avez jamais vécu ça? Le moment où j'ai jamais vu ça. T'es devant la porte, tu sais pas comment l'ouvrir. Il y a des jeux de rôle avec la compétence bonne intuition ou je sais pas quoi, qui indique que ton personnage est susceptible d'avoir de bonnes intuitions de ce type-là, quoi. C'est chaud à utiliser facilement, enfin pratiquement celui-là. Il y a moyen, tu vois, faire un truc, une ressource, quoi. Ah non, non, c'est une bonne intuition, quoi. C'est que si tu prends cet avantage, le maître du jeu est censé te dire il faudrait peut-être faire un jet d'empathie là, tu vois. Ah oui, non, c'est la misère à utiliser. Ouais, c'est bizarre. Il y a un seul cas où je me dis que c'est cool, c'est en sci-fi, quoi. Genre moi je me rappelle de sessions de jeux sci-fi où le mec a un don de précognition, ce qui fait que les trucs un peu immédiats là, qui sont bien formalisés, en mode si jamais j'ouvre la porte, qu'est-ce qu'il se passe ? Et ben là du coup en tant que MJ tu peux répondre honnêtement parce que tu sais que le pouvoir t'autorise à voir 3 secondes dans le futur, quoi. Ouais, là t'es tranquille. Ouais. Quand c'est bien écrit, c'est pas mal. Ça me donne envie d'essayer de designer des règles de trucs comme ça. Genre, essayez. Alors, je viens de jouer un. Ok, on va faire un nouveau layer. Okay. Attends, juste on avant. Est en train de. Ouais, vas-y. Juste avant, du coup, là, on est dans l'analyse très profonde, etc. Mais je pense que quand Califera exulte de joie à l'idée de lancer des dés, il y a aussi un truc, quoi. C'est genre, c'est bon, là, vos jeux à ambiance, on en a par-dessus la jambe, faites-nous lancer des trucs, s'il vous plaît. En vrai, ça peut être un sas de balancer des dés dans une partie. Et puis dans un truc un peu pesant, vampire, c'est une bouffée d'air frais, quoi. Tu peux lancer les dés et savoir une info, quoi. Non, je n'aurais de cesse tant qu'on me donne une plateforme de dire qu'il faut lancer des dés. Voilà, c'est bon, je te redonne la balle. Je lance des dés tous les jours. Tous les matins, je lance 100 dés, moi. Let's go. Et en plus, c'est Vampire la Massarde. À chaque fois que tu lances des dés, il y a toujours tu réussis pas. Et puis il y a la réponse C, la bête se manifeste. Et c'est très drôle. drôle. En plus, voilà. Ouais. Ah, donc en fait, là spécifiquement, parce qu'on parlait en général, pour moi, mais spécifiquement là, il y a un risque à faire un jet d'empathie. Oui. Vampire V5 est un peu ambigu là-dessus. La manière dont moi je comprends les règles, c'est qu'à chaque fois que tu fais un jet, et il y a ça réussit pas, la bête arrive. Et c'est à chaque fois des options qui sont valides à chaque jet. Et après, je pense qu'ils ont beaucoup été victimes de ce design et qu'on leur a dit oui, mais il y a des situations dans lesquelles c'est pas censé arriver et qu'il y a des patchs et il y a des petites lignes comme quoi oui, bon, il y a certains jets de dés sur lesquels c'est pas censé arriver. Mais le core design de Vampire te dit qu'à chaque fois que tu lances les dés, potentiellement la bête se manifeste. Faudrait regarder dans le détail, mais potentiellement c'est un peu une règle du coup qui dit si jamais t'as pas moyen de ramener la bête dans cette scène, on lance pas les dés, quoi. Ça fait ton tri, quoi. C'est ce sur quoi je me base aussi. Je me dis si jamais, quand je mène Vampire particulièrement, si jamais on est à un moment donné où la bête ne peut pas se manifester, ou c'est pas, typiquement quand c'est un jet d'empathie ou de perception, je me dis ok, pas le bon moment pour faire un jet. Je préfère donner l'information maintenant et garder le jet pour quand ça peut péter, quoi. Ouais, mais du coup la mécanique devient prescriptive si jamais on l'utilise tel quel là. Alors quelque part, si jamais la bête se manifeste alors que pourtant il n'y avait pas lieu d'être, c'est que c'est un truc concret, c'est une nouvelle vérité sur ce monde. C'est genre, en ce qui concerne ton personnage là, découvrir l'information te fait rater un battement de cœur, tu vois. Enfin, tant et si bien qu'il t'en restait un. Ça te fait rater un moment, ça te fait un peu tiquer, la bête en profite, quoi. Oui. Et je trouve que ça dit vachement plus de choses sur comment on gère son vampire dans ce jeu-là que simplement avoir l'intention de dire est-ce que je lance les dés, est-ce que je lance pas les dés, quoi. Ouais, honnêtement, tout me va tant qu'ils sont tous d'accord autour de la table, quoi. Je suis d'accord.
tout marche. Moi, je dis que sur ce jet d'empathie, je préfère que la bête puisse se manifester. Quitte à ce que ce soit, tu vois, on se scrute dans les yeux l'un l'autre et tu laisses passer ta bête et tu le secoues et tu le coques contre le mur. Mais tu vas me dire, ce gars! Ah, il y a des trucs quand même à faire, quoi. Et là, en l'occurrence, c'est un truc avec lequel ils vont pas jouer avec ça là maintenant, là. Là, ils font un jet d'empathie un peu tranquillou, non? Oui, c'est plutôt tranquille, c'est plutôt faible en jeu là où on en est, quoi. Ouais. J'avais entendu ou discuté avec des gens qui parlaient de faire un système où tu as en permanence à la table conscience du niveau de gravité de ce qui va se passer si jamais tu rates, tu vois. Un peu comme si tu colorais la scène d'entrée de jeu en disant c'est une scène à haut risque, tu vois. D'accord. Et j'ai jamais trouvé un truc hyper satisfaisant mécaniquement pour ça, mais j'aime un peu l'idée de clarifier tout le temps pour toute la table si on est dans un truc qui va vraiment compliquer les choses ou si ça va, quoi. À une époque, quand on jouait à Blade in the Dark, on avait toujours le compteur de position visible. Position contrôlée, position risquée, position désespérée. Exact, il y a Blade in the Dark qui fait ça, ouais. Et en fait, on avait on avait une sorte de maître étalon comme ça, et un token pour chaque personnage. Au bout de 2 sessions, on a arrêté. Ouais, trop laborieux. Ah oui. Non, t'es obligé de compter, et en vrai, ça se fait assez bien. Bah, c'est probablement ce qu'ils vont faire à cette table de 2d6 plus cool. J'imagine qu'ils vont se calibrer au point qu'ils se disent à un moment donné, tout le monde est raccord sur les risques qu'on prenait, quoi. Il n'y aura pas de surprise. Ah, c'est pas mal. T'avais un petit layer à rajouter? Est-ce que tu veux faire ça maintenant? Est-ce que c'était la remarque d'avant? Non, le layer, c'était plus ça. C'était, on pourrait s'embarquer dans un tunnel en essayant de construire des règles pour ce genre de trucs qui sont sympas. Moi, je sais que je pratique beaucoup les 3 questions, quoi. Tu réussis une jet d'empathie, là, par exemple, et tu vois, tu le greffes assez facilement. Tu dis, comme t'as réussi ton jet d'empathie, t'as le droit de me poser 3 questions sur la personne en face de toi. Bon, si tu me demandes est-ce qu'elle ment, t'auras une réponse floue. Et ça oblige la personne à être créative, à dire est-ce qu'elle avait l'air pressée, est-ce qu'il y a un truc auquel je peux m'accrocher dans ce qu'elle dit qui implique quelque chose d'autre. Clarifier les choses avec le MJ, mais t'as pas une réponse immédiate, ça peut donner du jeu, quoi. Les indices à City of Mist sont comme ça. Vas-y, tu veux en parler un peu? Non, mais les indices sont exactement comme ça. C'est quand tu fais un jet, mettons que t'as plus 3 pour à ton jet, tu peux poser 3 questions et le maître du jeu a des règles pour te répondre. C'est-à-dire que sur un 7-9, il peut te donner par exemple des réponses un peu floues, mais si tu fais une réussite totale, il est obligé de te donner des réponses, enfin des vraies réponses claires. Et s'il veut pas te donner la réponse à la question que tu lui poses, il est obligé de te donner une piste, c'est-à-dire un autre lieu où continuer l'enquête. Ouais, d'accord. Et à Vampire, là, il y a rien de spécial sur le jeu d'empathie. C'est le nombre de succès va impacter peut-être la qualité de ce que tu obtiens. Pas vraiment, je pense pas. Je pense le maître du jeu met une difficulté qui est le nombre de succès à taper, quoi. Et puis si t'as le nombre de succès, tu as l'information. Je crois qu'il n'y a pas plus que ça, quoi. D'accord. Okay. Moi, je donne généralement des indices supplémentaires avec la marge de succès, mais je crois qu'il n'y a rien d'obligatoire, quoi. C'est du homebrew la petite semaine, quoi. Voilà, c'est parce qu'on joue un petit peu avec des règles floues, putain, c'est dans des plaies à Monsieur Coco. Vulgose, quoi. Ça, c'est parfait. C'est vraiment un restaurant choisi par Jean Nonon, quoi. Mais c'est ça, Vampire, tout le monde a sa petite cuisine, tu vois. Là, t'es dans une petite cuisine familiale, à 2d6 plus cool, on te sert du Vampire la Mascarade. Et il est fait maison. Ouais. Vous savez vraiment que c'est ma corde sensible et vous en profitez, mais je vous déteste. Est-ce que on se terminerait pas avec un petit dessert? Ah bah, il y a la petite séquence du PVP, là, qui a été... Ah bah, oui. Si ça se trouve, elle va vous décevoir. Let's go. Et un Big Mac? Un Big Mac, c'est un Big Mac, mais ils disent le Big Mac. Le Big Mac. Et comment ils disent le Whopper? J'en sais rien, je suis allé dans le camp Burger King. Il y a simplement quelque chose dont je ne peux pas ne pas parler. Vous savez que j'ai proche dans ma coterie un des descendants de Barclay. Ouais, effectivement. Et je vais pouvoir difficilement lui cacher ce genre de choses. Et comment tu penses qu'il pourra recevoir ce genre de choses? Je ne sais pas. Il n'a pas été particulièrement ravi de ce que Barclay lui a demandé. Et je ne suis pas certain qu'il porte totalement son cire dans son cœur. On parle d'une action plutôt radicale concernant Barclay. Je vais le sonder, je vais aussi demander l'avis de mes autres camarades qui le connaissent, me connaissent et sont tous de la même manière engagés envers la cause anarque. Ok. Écoute, comme je disais, je voulais pas te manquer de respect, tu es quelqu'un d'important pour la cause. Je n'ai pas pris comme ça, Anita, il n'y a aucun problème. Juste, on se tient au courant, et si t'as besoin de moi pour quoi que ce soit. C'est un dessert expérimental, quoi. De la cuisine moléculaire à ce stade. C'est pas assez PVP à ton goût? Ah bah... Là, on est sur du PVP nounet, quoi. Mais ça en dit beaucoup sur le PVP, pourtant. Ça en dit plus sur toi que sur l'AP, voilà. Ah, c'est possible.
Donc du coup, Barclay, c'est le personnage de un autre joueur. Là, l'autre joueur, c'est ça. Barclay, c'est un PNJ interprété par le maître du jeu là-dessus. Alors, ok. Parce que du coup, ce que je comprends là dans la... Enfin, je sais pas si vous avez pris les notes, mais du coup, ce que je comprends là dans le truc, c'est qu'au moment où il parle, il y a une réaction en visuel d'une joueuse, comme si il y a une connivence, quoi. Comme si, oh là là, il va s'attaquer à un PNJ. Et vu que le PNJ est proche de sa caméra, je me demandais s'il y a une relation. Oui, c'est des personnages qui sont proches. Je crois que Barclay est le sire de Kenneth, si j'ai pas de bêtises. D'accord. Donc ouais, elle réagit finalement à un truc qui va se passer à l'encontre de son sire, et du coup elle voit poindre le drama, la situation PVP quoi, qui va se mettre entre elle et entre Kenneth et William quoi. Okay. Pour mettre un petit peu de contexte, William est en train de discuter avec un PNJ de choses qu'il devrait cacher aux autres membres de la coterie, et donc du coup c'est un petit peu le PVP soft qui est amorcé, et c'est le premier PVP c'est le premier move potentiellement PVP et qui est même pas fait, qui est juste évoqué. Ouais, et pour l'instant ça a l'air de prendre la voie diplomatique. Si je comprends bien, il parle d'un membre de sa coterie qui est là pour le coup est un autre PJ, et il dit il faut que j'en parle avec lui, ça pourrait être un peu compliqué quoi. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il a lieu après ce PVP ? Est-ce que ça va conduire à des désaccords, des conflits dans le groupe ? Je sais plus ce qui se passe à ce sujet après vraiment. Ok, moi je pense que c'est probable qu'il se passe rien. Là on parle d'une table où ils sont en train d'improviser à la fois les morceaux du système de règles qu'ils veulent utiliser, mais surtout ils sont en train de se calibrer tous ensemble pour faire un jeu un peu choral, en improvisant les scènes et en bondissant à 5 quoi. C'est un exercice de haute voltige. Ils ont l'air de très bien s'en tirer, mais pour installer du PVP à une table, tu vois, sans un avis préalable, etc. Généralement, je trouve que ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Là, c'est pas leur but, je pense, donc ça tombe bien. Mais si tu fais rien pour, le PVP va pas s'installer naturellement à une table qui essaye par ailleurs en bonne entente quoi de créer un truc. Je pense qu'ils sont pas déjà calibrés d'autres AP d'avant sur des jeux un peu plus un peu plus PBTA, un peu plus rentre dedans. Je pense que c'est possible, au moins pour une partie d'entre eux. À mon avis, ils en ont pas 40 ensemble, si je dois aller au bout de mes paris, quoi. On leur posera la question. Mais même sans ça, s'ils sont calibrés par défaut, si jamais on n'a pas dit dans ce jeu-là, ouvrons une porte au PVP, tu vas continuer la calibration par défaut que tu as avec des gens, et ça va être une calibration qui tourne autour de la diplomatie. Okay. Pour moi, 99% du temps. Ah, c'est dingue. Parce que du coup, j'ai l'impression que justement, encore dans cette histoire d'intuition, de jouer juste ce qui te plaît, etc., j'ai l'impression que mon calibrage passe plus par l'honnêteté, tu vois. Genre, si jamais j'ai envie d'aller PVP minute 1 avec mon personnage, je le dis, tu vois. Je le dis en mode, est-ce que ça te va si jamais je t'agresse constamment? Ah, mais si tu le dis, ça va se passer, tu vois. Si tu fais un truc en plus. Si avant la partie, tu me dis, viens, on se met sur la gueule, c'est bon, PVP is on. Ce que je veux dire, c'est que je vais pas te le dire avant la game. Je vais te le dire au moment où j'en ressens le besoin, tu vois. Ouais, mais tu vas faire comme a fait Volsung tout à l'heure. Tu vas dire, je vais faire un truc et j'aimerais bien que certains d'entre vous s'y opposent librement, tu vois. Oui. J'ai bien compris, tu vas signaler d'une manière ou d'une autre que t'es ouvert à faire du PVP, voire demandeur. Yep. Bah, ça change tout. C'est ça dont je parle. Alors là, je pense que c'est peut-être un truc dont ils ont pas parlé. Je pense que c'est un truc dont ils ont pas parlé. Et d'ailleurs, quand ils commencent à évoquer le fait qu'ils pourraient se cacher des choses et qu'ils pourraient faire du PVP, je pense que les réactions sur les webcams de Volsung, de la Chésis, sont là pour dire voilà ce que je pense du PVP, vas-y mon gars, c'est plutôt ce signe-là que je comprends, parce que justement ils n'ont pas eu trop la discussion, ou alors ils ont l'impression de marcher un petit peu sur des œufs parce qu'ils rencontrent le cas quoi. C'est bizarre, je l'analyse pas tout comme ça. Pour moi justement, c'est des gens qui comprennent que le PVP peut exister, et du coup ils sont presque en félicité. On voit que ça rigole, on voit que il y a presque une joie à l'idée de se dire c'est bon, yes, ça va arriver dans notre partie quoi. Et je crois que c'est ce que dit Jean Nanon d'ailleurs. Je suis pas très loin, mais Coco l'a mieux dit que moi. Ah non, mais Coco l'a mieux dit que toi, ça c'est sûr et certain. C'est pour ça qu'on a des invités. Pour mieux dire les choses que ce qu'on fait. Bah surtout toi. Non mais. Ah oui, je suis d'accord. Il l'invite. Et honnêtement, c'est trop cool qu'il l'invite, parce que vraiment, je pense que par défaut, une calibration va pas aller vers ça facilement quoi. C'est vraiment très cool là s'ils sont chauds. Mais c'est pour ça que je parlais de l'honnêteté. Genre j'ai l'impression qu'il y a une omerta autour du PVP quoi, en JDR. Faut surtout pas qu'on se tape les uns sur les autres quoi. Mais moi, je suis d'accord avec ça pour le coup. Mais pas à cette table justement. C'est ça qui est agréable. Mais oui. Pour les raisons que j'évoquais, si t'en parles pas avant, par défaut, on est en train de se calibrer ensemble. Le message que je veux t'envoyer, c'est je suis un joueur sympa avec qui tu vas prendre du bon temps. Si mon personnage envoie tout l'inverse, bah il y a un risque d'un bleed un peu inconsidéré, tu vois. Donc ça m'étonne pas que par défaut les gens ferment le robinet. Bah moi ça m'étonne. Pourquoi ? Vas-y, développe. Ça m'étonne que dans un loisir un peu créatif, etc. comme ça, où souvent on joue des personnages qui sont un peu grandiloquents, etc. On n'ait pas le courage
d'être honnête et de dire non, là je ne veux pas de PVP, ou de dire oui, le PVP je l'accepte, viens. Et en fait, encore faut-il que la question soit posée. Ouais. Et le truc c'est que si la question n'est pas posée, moi quelque part je prends le courage de dire vas-y, tape-moi, je suis tout à fait ok, tu vois. Et je vivrai des conséquences de ce qui se passe en partie, je vais pas me fâcher. Alors que j'ai l'impression quand je dis derrière, il y a une posture par défaut qui est on fait pas de PVP. De toute façon les jeux sont rarement faits pour, on va pas se leurrer. Et si jamais il arrive, oulala, c'est un problème quoi. Je pense que les gens savent pas par quel bout le prendre, hein. Tout simplement quoi. Ça fait un peu peur le PVP. Ouais, et puis l'expérience de base d'une partie de jeu de rôle, c'est généralement que le maître du jeu a prévu un certain déroulé des événements. Le fait de remettre du PVP, etc., va possiblement mettre de l'entropie dans ce schéma-là. Donc c'est vrai que le PVP par défaut, tu sais pas vis-à-vis des autres comment le placer, tu sais pas vis-à-vis de la préparation de la partie comment ça va s'intercaler. Je comprends que la solution facile, c'est d'éviter quoi. Alors, je comprends que la solution facile soit de l'éviter. Je comprends pas que du coup ce soit quasi un non-sujet ou un sujet tabou quoi. C'est surtout ça moi que je. Ah oui, bah ça c'est dommage. Que je soulève. Genre, il y a vraiment ce côté omerta, quoi. Loi du silence, on doit pas parler de PVP parce que finalement, on risque de le conjurer dès qu'on en parle, quoi. C'est comme Astur, quoi. Si tu dis 3 fois PVP, je pense que les mecs voilà. Ouais, non, ça c'est un peu dommage, ouais. Ça vaudrait le coup d'en parler quoi. Je comprends qu'on mette des sujets sous le tapis en jeu de rôle quand il y a une injonction de tout le monde à en parler pour toi, tu vois. T'es en train de faire ton actual play par exemple vampire, choral, machin. Je trouverais ça déplacé de venir les embêter parce qu'ils utilisent pas stricto sensus la règle de la V5 quoi. Il y a des bonnes raisons des fois de mettre des sujets sous le tapis. PvP, je crois pas. Je crois qu'effectivement il y a une crainte des gens, peut-être même d'en discuter. Peut-être c'est pas bien vu. Bah oui, il suffit d'une mauvaise expérience pour te dégoûter du PvP. Ah quoi. Bah ouais, clairement. En ce moment, je suis un peu en train de revisiter cette idée, parce que du coup, là, avec Jean Dindon, récemment, on a fini une petite expérience de jeu où c'était full PvP dès le début, en jouant des factions, et je me dis qu'il y a vraiment, quelque part, quelque chose, j'ai envie de presque dire de viril, quoi, dans le PvP, quelque chose de masculin, où il y a ce côté un peu club de boxe, quoi. On vient se boxer en JDR, et si jamais t'as pas la mentale de cette compétition, cette niaque, viens pas faire de PvP avec nous. Par contre, quand nous, on va le faire, on va se mettre des backstabs, on va se tuer, on va se voler du loot, etc., mais on va le faire en bon kiff ensemble, parce que ça fait partie de notre gang, tu vois. Tu vois les clubs de boxe dans les films américains, qui sont dans un quartier pourrave, et le mec il a payé sa salle tout seul, etc. Je pense, en vrai, c'est jamais comme ça un club on va de faire boxe. une partie de dodgeball. Et les perdants sont éliminés du club de boxe. Bah en fait, les vrais aficionados du PVP, faut faire un battle royale quoi. Tu mets 100 joueurs en PVP, tu prends les 3 derniers, c'est ta table. Bah, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très... Quand je dis PVP, club de boxe, mascu, etc., je dis pas de se taper sur la gueule tout le temps. Je dis que ça peut être une option, et quand on la prendra, en fait, on n'aura aucune pitié l'un envers l'autre, parce que c'est du jeu, en fait. Ça fait pas mal. Genre, en fait, on est d'accord qu'entre nous, c'est que it's all fun and games. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un côté sport de brute joué par les gentlemen, quoi. Il faut que ce soit comme ça, le PVP. Ouais. Ah ouais, non, mais la comparaison à la boxe, c'est vraiment très très bonne. J'ai une petite anecdote en passant. Une fois dans un jeu de rôle grandeur nature comme ça, je me mets d'accord avec un pote sur le fait que si on se chope, on n'aura aucune pitié, quoi. Et c'est un truc de guerre, etc. Et donc, à un moment donné, je le chope et je commence à faire une scène de torture avec lui. Et vraiment, nous, on était au match de boxe, on s'est régalé, mais on avait oublié le public, quoi. Il faut vraiment quand même tous être d'accord. Parce que... Donc là, il y a des gens qui m'ont littéralement vu torturer un autre joueur en se disant il y a un problème. Alors que, bon, bah, il était à fond, quoi. C'est difficile de manier ce truc-là. Hein. Là, tu vois, tout à l'heure, la calibration de Volsung pour dire... C'était quoi qu'il demandait ? Ah oui, restons ensemble. Ça prend 10 secondes de le dire et c'est facile à intégrer, quoi. On va faire du PVP, c'est pas si simple à régler en 10 secondes parce que ça pose plein de questions. On va faire du PVP jusqu'où, comment est-ce qu'il y a une limite, tu vois ? Est-ce que nos personnages peuvent se mettre sur la gueule mais à la fin ils restent copains ? C'est plein de curseurs à régler, je trouve, le PVP. Hein. Et surtout qu'en fait, c'est pas des curseurs qui vont être dits avec des mots. Genre là... Bon voilà, peut-être que ce podcast sera diffusé, ce podcast atteindra peut-être les oreilles de mes autres joueurs que j'ai eu autrefois dans le passé. Pour moi, il y a des choses qui sont pas dites par des mots. Il y a des choses qui sont ressenties et qui parfois attisent le PVP. Et en fait, ça, on les dira jamais en vrai, quoi. Des trucs à base de je peux pas te saquer, à base de machin. Là, j'ai envie de le titiller pour voir comment elle réagit, etc., etc. Et en fait, à mon avis, des relations de jeu de rôle où on s'apprécie, mais on se teste un peu aussi comme ça pour presque de manière un peu un jeu de séduction, si j'ose dire. C'est pas sûr qu'on puisse se calibrer juste en se disant là on va faire ça et ça. Et comme moi je l'ai ressenti, comme moi je l'ai vécu, souvent j'ai surpris mon ou ma partenaire de jeu de rôle en passant au-delà de la calibration. En mode, pourtant j'ai l'impression qu'on s'était mis d'accord. Comment ça se fait que là tout d'un coup tu es surprise ? Pourquoi j'ai un poignard dans le dos ? Pardon, on était d'accord. On était d'accord pour enlever les gants. Dans l'autre sens. Ouais. Ça peut être dans l'autre sens vis-à-vis de toi-même, de dire oui, je suis ok pour jouer le PVP, vous inquiétez pas, ça m'atteindra pas, et puis finalement ça t'atteint, tu vois. Ça peut être aussi vis-à-vis de toi-même que t'es pas
que t'es pas clair, quoi. Ouais, complètement. Je pense qu'il y a un délire logistique aussi. Hein. Logistique ? Ouais, dans la même émission, on a écouté un extrait de Volsung qui dit « On a enfin réussi à se rassembler, restons ensemble ». Oui, c'est-à-dire que si derrière, on veut perso se mettre sur la gueule, on va se retrouver de nouveau à gérer des focus à droite, à gauche, etc. Je pense qu'il y a un bête choix logistique aussi qui peut justifier d'éviter le PVP à plein de tables. Ouais, ne serait-ce qu'au niveau du temps que t'as à disposition, quoi. Ouais, le premier truc que je vérifie avant de vouloir faire du PVP, c'est même pas à quel point ça peut le faire avec l'autre joueur en face de moi, c'est la solidité du lit, quoi. Je sais. Ah oui. Jamais trop prudent. Mais puisque t'as des propos comme ça, à quoi ce serait peut-être l'heure du Dijon, non ? Un petit Dijon, allez. J'ai trouvé un goût de pomme. Il y en a. Il n'y a pas seulement que de la pomme. Il y a autre chose. Ça serait pas des fois de la betterave? Jean, est-ce que tu veux nous parler un peu de pourquoi tu as choisi cet actual play au départ, pourquoi tu voulais mettre Coco dessus, et moi, qu'est-ce que tu voulais nous faire goûter aujourd'hui? Je me suis auto-spoilé à la moitié de l'émission. Hein. Moi, je regarde beaucoup d'actual play de Vampire la Mascarade parce que j'adore le jeu. Généralement, je les suis pas très longtemps, mais celui-là vraiment prenait à rebrousse-poil les habitudes de jeu qu'avaient tous les autres, parce que je pense de D6 Plus Cool et toutes les personnes qui gravitent autour ont une grosse culture de jeu qui est pas du tout celle du tradi et qui est justement celle des jeux narratifs, etc. Donc moi c'est ça qui m'intéressait, et si j'ai pensé à Coco c'est parce que je pense que lui il a tout le bagage pour avoir les discussions qu'on a eues sur ce serait pas une manière PBTA d'aborder ce type de scène, etc. Donc moi c'était mon idée derrière la tête en vous amenant dans ce petit restaurant plein d'hémoglobine. Mon petit Coco, qu'est-ce que t'en retires de ce truc là, quoi? Est-ce que t'en retires un truc à faire demain matin, une leçon de vie? Alors peut-être pas une notion de vie, mais je pense qu'il y a un maître mot là qui est un peu le fil rouge de mes participations dans l'émission, c'est vraiment ce côté intuition. Genre il y a des choses finalement en termes d'AP que je crois assez vraies, qui sont de l'ordre de l'authenticité, de l'intuition, etc. et qui pour moi sont un peu contraires parfois à cette idée des AP qui sont bien calibrés, bien écrits, bien montés, avec des voix d'auteur et ce genre de choses. Je pense qu'il y a beaucoup plus de terrain à explorer avec des AP qui sont beaucoup plus authentiques, beaucoup plus déconnes, beaucoup plus vrais finalement, plus que des trucs un peu acting, quoi. Je sais plus si on en avait parlé entre nous, si on a dû en parler, parce qu'on a parlé de tout, mais on s'est refusé de faire des actual play montés ou on s'est pas refusé? Vous avez sous les yeux un actual play monté. Et c'est pas le seul, on en a eu d'autres. Hein. Ah bon? On a eu Chronokinésie, qui était monté aussi. Chronokinésie qui était monté, ouais, tout à fait. Là où t'as le plus de matière, c'est quand même quand c'est pas monté, quoi. Tu vois tous les petits trucs dans lesquels le jeu se glisse et que t'aurais raté sinon, quoi. Un truc que j'ai vu une seule fois de toute ma vie dans un AP, une dispute entre le MJ et une joueuse. Qui a été capturé et qui a été aussi uploadé derrière, quoi. Capturé, uploadé par une chaîne anglophone très connue à l'époque, voilà, la chaîne roleplay dont je parlais. Il jouait à Moldvay D&D et la joueuse était frustrée et le MJ lui fait « Écoute, y a pas de souci, genre on peut prendre 15 minutes, on s'arrête, là on voit que t'es énervé. » Et je crois que c'est le truc le plus ouf que j'ai vu dans un AP. Deux personnes, facecam, à genre probablement 20 km de distance, énervées l'une contre l'autre, qui dit je vais prendre 15 minutes, je me casse. Okay. Et show must go on, quoi. C'est hyper bien de l'avoir uploadé avec le reste, quoi. Je sais pas si aujourd'hui elle existe encore cette vidéo, malheureusement, parce qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes. Voilà, non, mais on peut en parler, quoi. Ouais. Ça vous est déjà arrivé de vous engueuler avec un joueur à une table? Oui, probablement, ouais. Je me rappelle plus, mais oui, probablement. Genre, non. Moi, j'ai été médiateur dans des tables où ça montait en tension. Je me rappelle pas être à m'engueuler avec quelqu'un, quoi. Ou peut-être que c'était plus diplomatique pour nous, quoi. Non, probablement que c'était un conflit diplomatique. Je suis pas non plus la personne la plus brutale et la plus frontale quand il faut en venir aux mains, quoi. Ouais, alors sans aller jusqu'aux mains, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé, et je pense honnêtement que ça arrive à beaucoup de gens dans une carrière de rôliste, entre guillemets, quoi. Et j'irais pas jusqu'à dire ça peut faire partie du jeu, mais je crois que si. Je crois que si tu vas rencontrer tu vas faire société autour d'une partie de jeu de rôle et que la partie de jeu de rôle est très intense, oui, ça peut déborder, quoi. Puis ça reste un endroit social. Faut accepter qu'il y ait des conflits, quoi. C'est vrai que c'est un truc qu'on voit jamais dans les modèles d'AP, ça. C'est aussi des parties du jeu qui sont très intimes, quoi. Tu te dévoiles beaucoup quand tu te disputes avec quelqu'un, t'as pas forcément envie de le montrer. Donc moi je comprends que ce soit des trucs qui soient évacués, soit où on en parle après la partie, soit bien sûr, ouais. Je serais moi-même très gêné si je me disputais avec quelqu'un sur un tournage d'AP. Alors me dites pas dans quel timeline ça arrive, mais voilà.
je serais très gêné de voir le truc arriver, enfin de voir le truc ensuite uploadé, voilà, disponible à tout le monde sur internet et potentiellement observer, commenter, etc. Ah ouais, on n'a pas tout l'autour. En fait, c'est ça, un actual play, tu peux juste sentir l'authenticité des gens, sentir leur personnalité, avoir plein d'empathie, mais tu sais pas qui sont les gens et comment ils ont monté souvent leur table, quoi. Là, l'exercice qu'on fait, il est idiot parce que c'est l'exercice du podcast, on écoute des morceaux d'1 minute, mais même si t'écoutes l'actual play en entier, t'as pas de réponse à ces questions, quoi. C'est pas si intime que ça, quoi. Et pourtant, ouais, c'est ce qui m'intéresserait le plus dans un AP, tu vois, c'est de sentir la connexion que j'avais, comme la connexion presque parasociale que je reconnaissais avec ces streamers que j'aimais bien suivre à l'époque, quoi. Bah, je pense que tu peux avec le temps. Moi, il y a des gens que j'ai rencontrés littéralement au travers de leurs AP. Je les ai sentis, je sais pas comment dire. On sent les gens, quoi. Et ensuite, je suis allé les contacter sur leur Discord. J'ai pu les rencontrer et je m'étais pas trompé, tu vois. Ça peut arriver, quoi. Mais c'est une petite fenêtre, quoi, que t'as sur les gens malgré tout, quoi. T'as pas tout. Tu sais pas comment marche leur table. T'essaies de deviner. Déjà, les débriefs, il y en a très peu qui sont filmés, qui sont captés, qui passent aux AP, etc. Ouais. Et même quand il y en a, on sait pas si c'est pas un débrief caméra, mais il y aura un vrai débrief entre eux, tu vois. Ah oui. Voilà. Bah oui, celui qui dure jusqu'à 3h du matin, voyons. Que de contenu intéressant. Est-ce qu'on devrait laisser les débriefs du podcast dans le podcast ? Je pense ce qui se passe dans le podcast reste dans le podcast. Ah, c'est surtout que ça fera un podcast de 4 heures, dont 3 heures de débrief, quoi. Est-ce qu'il y a un petit dernier mot de la fin avec ce petit Dijon ? Moi, je vois déjà double, hein. Mais Coco, t'as peut-être quelque chose. N'ayez pas peur du PVP, n'ayez pas peur de parler à des gens, même si vous les connaissez pas, sur des parties de JDR, notamment en virtuel. Vous êtes derrière un écran, vous êtes protégé, le mec va pas venir vous casser la gueule. Si jamais vous avez des sensibilités, exprimez-les. Voilà, tout simplement, on est des êtres humains, il n'y a aucun problème à se sentir différent des autres, etc. Et puis apparemment, jouer à Vampire comme ça, en chorale, avec plein de trucs qui se passent en même temps, ça a l'air beaucoup mieux que Vampire by the book, quoi. Soyez comme Volsung. Jordan, merci de nous avoir invités à bouffer. Merci. Je te dis à la prochaine et au revoir, Coco. Au revoir. Il a tout mangé.